sportifs, bonsoir, bienvenue sur Spectrum Télévision, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Nuit du Sport. Nous sommes le 11 mai et au menu ce soir du volleyball avec le championnat d'Afrique des clubs messieurs qui se déroule actuellement en Tunisie. Vous le savez, le Cameroun est représenté par FAB Volleyball et Port Autonome Volleyball. Il sera également question ce soir de parler aussi du changement enregistré à la tête de la Dynamo Football Club de Douala depuis samedi dernier. Audrey Yetna Chiko est donc la nouvelle présidente. Elle remplace à ce poste Isaac Sinkot. Retour sur les temps forts de l'Assemblée générale élective de samedi dernier qui s'est déroulée ici à Douala. On vous proposera aussi les réactions des membres du nouveau staff ainsi que la réaction de l'ancienne présidente Dinali et aussi celle des supporters de cette équipe. Et dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat, on s'intéresse ce soir au fonctionnement et à la gestion du football professionnel au Cameroun. Comme vous le savez, la phase aller de championnat s'est terminée récemment sans problème particulier dans les stades, mais un fait a réjailli et est loin d'être terminé si l'on s'en tient par exemple à la scène quelque peu surréaliste observée hier au niveau de la Fédération camerounaise de football. Les joueurs du Tonnerre Kalaha Club de Yaoundé qui sont donc allés manifester leur ras-le-bol et réclament le paiement de leur salaire, une situation qui n'est pas inédite puisque d'autres joueurs dans d'autres clubs sont également dans le même contexte. Feka Foot Club, joueurs, qu'est-ce qui fait problème? C'est la problématique de ce soir. Nos invités ce 11 mai, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois mon confrère de Sky One Radio, Thierry Ndo. Bonsoir Thierry. Bonsoir madame, bonsoir à tous les membres du panel, bonsoir également aux millions de téléspectateurs de cette émission. Juste à côté de vous, Timothée Makongo, ancien footballeur qui est avec nous ce soir. Maxime, bonsoir. Bonsoir Makeda, bonsoir au panel et bonsoir au peuple camerounais. Le peuple. C'est vrai quand même que le 20 mai, c'est bientôt. On est en compagnie ce soir du docteur Ferdinand. Ça fait un moment qu'il n'est pas venu nous rendre visite. Ce soir, il est avec nous. Il est médecin de sport et aussi promoteur de AS Estuaire, entre autres. Docteur, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à Thierry, bonsoir Marc, bonsoir à Serge. C'est un plaisir de retrouver le panel, de retrouver les millions de... Après un bon bout de temps. Après un bon bout de temps, voilà. C'est pas évident. Parce que les plateaux étaient devenus des rings, n'étant pas boxeur, j'ai préféré, moi, me refuser dans mon bureau et travailler pour mes académies que de venir perdre mon énergie sur les plateaux de télévision. Il y a mieux à faire. En tout cas, merci d'être là ce soir. Je crois que si je refusais cette émission, voilà. j'allais ça allait être un refus de trop. Avec Lydie, donc. Serge Kamdem Kwam, ancien arbitre, ancien dirigeant de club, vice-président. Voilà, Timothée Makongo insiste là-dessus. Vice-président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Serge, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir aux riches et nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Tu vas me permettre, Lydie, de saluer ici ce soir un de nos valeureux sportifs qui est alité, Gérard Fotso, à qui les anciens élèves, camarades du lycée et CES de Bonamoussa ont rendu visite ce soir, malgré la grande pluie. Et je pense qu'on lui a apporté un peu de sourire. Vraiment, en plus, l'Éternel lui a apporté beaucoup de réconfort encore. Et ici, c'est le lieu de saluer tous les riches acteurs de la Ligue régionale de l'Ouest qui vous passent ainsi qu'à la Ligue va bien? La Ligue est debout, pas bien parce que nous sommes actuellement dans une petite interruption, mais on espère que les choses vont s'arranger d'un moment à l'autre. Voilà. on va en profiter avant de marquer une pause publicitaire. On va profiter pour justement aussi souhaiter un prompt rétablissement à notre confrère de Bepanda Info, Soulé, qui est actuellement souffrant. Voilà, beaucoup de courage. On espère le retrouver très vite sur le terrain comme d'habitude. Bonsoir donc à Soulé. On marque une page puis on se retrouve juste derrière pour la pause actu.
soif de sensations nouvelles avec Cristal. Votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies. La pause actu part du volleyball ce soir, 40e championnat d'Afrique des clubs messieurs de cette discipline. Port autonome de Douala volleyball et les forces armées et police volleyball représentent le Cameroun à cette compétition qui se déroule depuis le 8 mai dernier en Tunisie et qui regroupe 14 équipes au total venues évidemment de divers pays africains. Ce mercredi 11 mai est une journée décisive pour nos représentants. On va rappeler les scores dans la poule A avec notamment Al-Ali d'Égypte qui a battu FAP du Cameroun par 3-7-0. Dans la poule D, Port de Douala est tombé devant Equity Bank volleyball du Kenya, vainqueur au tie-break. Pour la suite de la compétition, Port va affronter AS Douane du Burkina Faso en 16e de finale. On va quand même rappeler pour son parcours dans cette compétition qu'après la défaite 1-7 contre 3 concédée lors de la première rencontre face à Gisagara, Volleyball Club du Rwanda, Port avait battu la formation du Nigeria Custom Service 3-7 à 2 lors de son deuxième match. Et avant la troisième journée, ce 11 mai, Port était donc classé troisième de sa poule avec 2 points derrière l'équipe rwandaise. Et Port va donc affronter donc AS Douane, je le disais tantôt, lors des 16e de finale de cette compétition. Cette 40e édition du championnat d'Afrique et des clubs seniors volleyball s'achève le 16 mai prochain, toujours en Tunisie. Actualité également, c'est évidemment la réaction, on va le dire, Thirindo, de la Fédération internationale de football, association la FIFA, dans le cadre de la plainte de l'Algérie qui contestait évidemment l'issue du match du barrage retour perdu à Blida contre le Cameroun. Aujourd'hui, donc, récemment, donc, la FIFA a estimé qu'il n'y avait rien qui a entaché cette rencontre et que l'arbitre gambien Papa Gassama avait joué son rôle, son problème. Mais sauf qu'on va quand même remarquer que du côté de l'Algérie, c'est une décision de la FIFA qui n'est pas très applaudie. Oui, bon, elle n'est pas applaudie parce qu'on a eu dit que le ministère des Sports, de ce côté, a décidé également de voir s'il y avait possibilité de continuer du côté de Lausanne, au tribunal arbitral du sport, par rapport à cette requête, si on peut l'appeler ainsi, parce que les Algériens, au demeurant, n'avaient rien de probant dans leur dossier, contrairement à ce que Jamel Belmadi a déclaré sur une chaîne de radio le 2 mai dernier. Donc, je pense que c'est malheureux de vivre ces incidents pour avoir été là-bas au moment des faits. On peut comprendre. C'est vrai que vous avez vécu en direct ce match. Oui, on a tout vécu. Tout vécu. Je vais faire fi des maltraitances physiques et même mentales que nous également avons subies et nous qui n'étions pas directement sur le terrain. Mais peut-être c'est l'euphorie de la victoire qui nous a tous fait oublier cela. Mais il faut quand même dire que... C'est-à-dire l'accueil n'a pas été dans des conditions... À Blida, oui. À Blida, c'était vraiment... Moi, j'appelais ça l'enfer. C'était vraiment... vous imaginez, vous faites quasiment 4 à 5 heures de temps debout. On vous refuse en zone de presse. On estime qu'on ne devait pas vous asseoir avec les autres. Et à chaque fois, on recevait des jets de débris de chaises, des bouteilles parfois pleines d'urine. Parce qu'on était dans ce qu'on peut appeler Chaba, juste à 300 mètres de la tribune des Ultras. D'ailleurs, vous avez regardé le match, l'hymne du Cameroun a été copieusement sifflé. Malgré on a vu les joueurs algériens faire signe au public d'arrêter, ils ont sifflé l'hymne du Cameroun. On est arrivé au stade Moustapha Tchaké sous des singes. C'était pas évident, c'est une bouilloire ce stade. Donc, pourtant, on n'en a pas beaucoup entendu parler. On n'en a pas trop parlé, Makeda, parce que peut-être le scénario du match, la victoire, et puis on était coupé même des réalités du monde. On n'avait pas de connexion Internet, on a tout coupé là-bas. Donc on est arrivé, on était en dehors de la délégation des joueurs et du staff, on était moins de 20, mais on ne nous a même pas admis même en tribune d'honneur, encore moins en tribune de presse. Il y a eu beaucoup de choses.
On nous a séquestrés après le match. Oui, on nous a bloqués avec les supporters camerounais qui étaient ils nous ont expliqué que c'est comme ça que ça se passe. On nous a séquestrés pendant 1 heure. Il a fallu, je ne sais pas, ça doit être le commissaire Mbazo, l'un des membres de la sécurité des Lions qui allait dire au président de la FECAFOOT qu'il y avait une bonne partie de la délégation qui était séquestrée à l'angle. Pourtant, on avait des badges. Hein. Et à la fin, là, on est presque arrivé au moment avec certains officiels parce qu'il y avait d'autres membres qui n'avaient pas de base, mais qui avaient quand même la tenue du Cameroun, qu'on voulait bloquer dans parce que le couloir qui mène à la zone mixte, il y a un petit portillon et un autre gros portail. Donc, on a voulu rester avec 2 personnes. On a dit, tant qu'à faire, on a tiré les autres vers le bas. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a vécues de ce côté-là, même la veille du match. La veille du match, le chauffeur qui devait nous accompagner, il a disparu pendant 45 minutes. On est arrivé au stade, il n'y avait plus. La conférence de presse d'avant-match était finie. Donc il y a beaucoup de choses, mais je pense que c'est par rapport au scénario du match. Nous avons oublié ça parce qu'après le match, on est rentré, il fallait faire ses bagages à 6 h du matin. Par exemple, j'ai fait mon émission, je l'ai enregistrée à 3 h dans ma chambre pour l'envoyer au Cameroun parce que sur place, on n'a plus rien fait. Pour en revenir à la plainte, il faut quand même dire que les Algériens n'en reviennent pas. Je suis sûr, Makeda, que si le Cameroun s'était imposé à Japon au match aller, les Algériens peut-être se seraient qualifiés. Parce qu'ils ont gagné ici, et ils se sont vite cuits en Coupe du Monde. Parce que lorsqu'on est arrivé, on a bien vu. À Alger, on ne sentait pas trop la frénésie du match. Les gens étaient un peu plus occupés ailleurs. Donc, ils avaient déjà presque gagné dans leur tête ce match. Mais sur le stade, on a bien vu ce qui s'est passé. Le Cameroun n'a pas été aussi valeureux que ça, mais on a eu des hommes qui ont je retiens encore ces mots de Oumouet qui a dit ils seront 11 contre 11 face à un public hostile. Donc, Belmadi a fait ses déclarations. La fédération, à un moment donné, même la FAF a accusé les médias camerounais. Ils ont parlé de dérapage immoral. Vous vous imaginez un peu. Pourtant, c'est plutôt l'inverse. Maintenant, sur la plainte, moi, j'ai suivi l'un des responsables du VAR. Parce qu'il faut dire que le VAR qui était à Alger, c'est le même VAR qu'on a utilisé en demi-finale de la Ligue des Champions à la CAF. Et ils ont regardé le match, ils ont visionné. Donc, les éléments probants, il y a un arbitre ici qui peut mieux expliquer ça. On nous a tous parlé du match Afrique du Sud-Sénégal, mais il avait été prouvé que l'arbitre gagné était lui-même mêlé à des paris illégaux. Il avait même été radié par la FIFA. Donc, je pense que c'était quand même assez surréaliste de penser que Gassama, qui quand même a 42 ans, qui va disputer sa dernière Coupe du Monde, aurait pu quand même prendre des libertés de soutenir le Cameroun. Ils sont allés plus loin en disant qu'il a dévoyé son itinéraire de vol en passant par la Tunisie et le Maroc. On est allé, bon, aujourd'hui, et vous avez vu ce qu'ils ont fait. Le communiqué de la FIFA sort à 1 h du matin. À 4 h, ils l'ont retiré de leur site. Ils ont juste laissé quelques fragments parce qu'ils avaient déjà la réponse à leur question. Ils ont tout fait de retirer le communiqué, mais on l'a retrouvé. La FIFA a bel et bien dit qu'il n'y avait pas d'éléments probants pouvant incriminer parce qu'il faut d'abord que la culpabilité et surtout la véracité de ce que l'arbitre lui-même a de manière délibérée et fausser l'issue du match. On peut revoir ce match sur plusieurs angles. Quand vous revoyez ce match, vraiment, on peut même dire que le Cameroun lui-même a été lésé quelque part. Donc, je pense que l'Algérie... Oui, je ne sais pas si on a dit à l'Algérie qu'en allant au Qatar, devait être demi-finaliste ou finale ou remporté. Parce que je ne comprends pas comment parler. Belmadi a passé 2 heures sur RMC. Il n'a jamais reconnu son tort parce que c'était des propos à la limite racistes et xénophobes qu'il a tenus. Vous voyez que le tirage au sort des CHAN prévu en janvier en Algérie a été reporté parce que les fédérations au sud du Sahara se posent des questions. Vous avez vu que les Égyptiens de Al Ahly ont déjà dit qu'ils n'iront pas au Maroc si jamais la finale de la Champions League est de ce côté. Donc, il y a, je ne sais pas, je n'ai pas envie de cataloguer le Maghreb ou l'Afrique du Nord, mais il faut que les gens soient fair play. On a perdu à Japoma. Le Cameroun a perdu à Japoma après 24 ans. On n'avait plus perdu au Cameroun depuis 1990. On a perdu. Vous avez vu les vidéos à la fin du match, c'était le fair play. C'est entre les Camerounais et les Algériens, mais je ne comprends pas. Bon, vous avez vu quand même les Égyptiens ont remis une couche face au Sénégal.
le Cameroun a mérité sa qualification sans être flamboyant comme il fallait, mais c'était un match où il fallait quand même une qualification. L'essentiel, c'était de se qualifier. Je pense que les Algériens doivent vite se ressaisir et penser déjà à la Coupe du Monde de 2026. Docteur. Oui, je rejoins Thierry dans son analyse, mais je recommence au match aller. C'est le fair play, c'est d'avoir un accueil chaleureux, escorte, pas de problème. À la fin du match, un peuple abattu, mais un peuple fair play. Mais ils se sont vus trop beaux et ils ont oublié quelque chose d'important. Les plus grandes victoires du Cameroun se sont remportées à l'extérieur. Les 5 trophées que nous avons, c'est à l'extérieur que nous les avons remportés. Oui. Donc le public à l'extérieur peut être hostile. Quand les lions sont dans l'arène, ce sont des lions. Moi, il y a une disposition que la FIFA a prise, qu'on n'a pas compris de suite. C'est-à-dire que chaque pays, pour ces barrages, devait faire les tests Covid dans son pays avant d'aller jouer. C'est-à-dire que, et la FIFA a même exigé des autorités une lettre qui disait que les tests ne seront pas faits à l'aéroport comme à l'accoutumée. Donc, là, c'est un créneau par lequel on aurait eu beaucoup de problèmes si il fallait que les tests Covid du Cameroun soient faits là-bas. Et les gens n'ont pas... Le Cameroun devait partir samedi pour jouer mardi. Mais on a dû changer parce qu'en faisant les tests samedi, on ne pouvait pas jouer mardi avec ces tests. Donc c'est pour ça que les tests ont été faits dimanche. Très tôt, et dimanche. Vraiment, j'ai appris, il faut saluer la clairvoyance du professeur Ngachou parce que j'ai travaillé sur ce dossier avec lui samedi, dimanche, et même très tard. Ben à la veille de la réunion, on n'avait pas tous les éléments, mais j'ai échangé avec lui. C'était extrêmement compliqué, le climat était extrêmement hostile. S'il fallait faire les résultats là-bas, il nous aurait produit une catastrophe. Ça, il faut le dire. Maintenant, sur le plan humain, il faut se dire que l'Algérie sort d'une piteuse CAN. Oui. Et l'arbitrage n'a jamais été incriminé. On a une équipe dirigeante qui a été... humilié, insulté dans le pays à la suite de la débâcle à la CAN et qui, après, pour avoir gagné à Japoma, pour avoir été salué par le peuple, se voyait déjà en train de faire la liste de la délégation pour le Qatar. Oui. Oubliant quand même qu'en face, il y a un lion et un lion n'a jamais été aussi dangereux. Je parle devant un ancien lion que lorsqu'il est dos et lorsqu'il est dos au mur. Donc, et le scénario est d'autant plus cruel qu'en 1 minute 50 secondes, ils se sont vus au Qatar. Et lorsqu'on voit le but, tous les joueurs sont à genoux, Belmadi carrément couché sur la pelouse, un silence de cathédrale. Donc, et les dirigeants qui avaient pour cette qualification un instrument pour valoriser au moins une CAN ratée, une débâcle, parce que arriver en super favori et ne pas passer le premier tour, c'est quand même une catastrophe. Donc, la qualification pour la Coupe du Monde aurait balayé un certain nombre d'incohérences, d'incapacités et tout. Alors, quand on regarde le recours, même si l'arbitre avait fait une faute, nous avons vu un certain match, je crois, c'est PSG Real, où le PSG a identifié 4 fautes reconnues par l'UEFA, mais le match n'a pas été rejoué. Une faute reste une faute et l'erreur reste humaine. Et comme disait Thierry, il faut prouver que l'erreur a été intentionnelle. Or, c'est vous, en Algérie, qui avez accueilli les arbitres, qui leur avez donné un plan de vol. Ce n'est pas le Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun qui donne le plan de vol. Enfin, il faut, quand on dit c'est au profit du Cameroun, le Cameroun, lui, se contentait de prendre son vol spécial et aller jouer, se concentrer sur son match. Oui. Et chacun dans son couloir, dans ses trucs. Et il faut se dire que le président de l'Africa Foot était quand même dans une situation assez délicate. Il met une équipe dirigeante qui perd le premier match. Et si on était éliminé, ça aurait été quelque chose d'extrêmement difficile. Donc c'est un match extrêmement important pour le Cameroun. Pour eux, ils ont baissé la garde. Et là, la théorie du danger s'est appliquée. Et ils ont oublié qu'ils étaient en danger. Et alors là, c'est là qu'ils étaient en danger. Donc psychologiquement, c'est difficile d'accepter que tu te qualifies à la 128e minute. Et certains étaient déjà en train de... Si vous regardez les reportages, certains étaient déjà en train de faire des couloirs dans la ville, des cortèges avec des klaxons et tout ça. Quand ils ont senti et puis silence,
La vie s'est arrêtée à Blida pendant un certain temps parce que le lion avait rugi. Alors, combien de fautes? Si on regarde les deux matchs, comme disait Thierry, celui qui peut se plaindre, c'est le Cameroun. Puisqu'on sortit du match aller, et j'entendais les encadrés qui disaient que comment on peut nous arbitrer à Douala comme si on était à l'étranger. Ça veut dire que l'arbitrage au match aller pour le Cameroun n'était pas déjà correct. Mais le Cameroun n'a jamais dit que c'est à cause de l'arbitrage qu'ils ont perdu. Et quand même, on prend des spécialistes VAR. Imaginez qu'il n'y avait pas eu des VAR, des Allemands qui ont revu, qui ont dit vraiment. C'est vrai que vous dites, mais on a revu et revu sous tous les angles. Les arbitres VAR disent que l'affaire est correcte. Donc, avant le recours, toute la presse que j'ai lue, que j'ai eu à parcourir, tous les sites internet, disaient que c'était un recours qui avait très peu de chances d'aboutir. Tout le monde sait qu'il y avait une chance sur 1 milliard d'aboutir. Ça veut dire que la FIFA ait perdu la tête et ait pris une décision à l'envers pour jouer une qualification qui se jouait à l'extérieur. Imaginez-vous que le match se joue les mêmes conditions au Cameroun. Ils auraient peut-être fait autre chose. Et quand un entraîneur fait des déclarations en disant qu'il voit un arbitre boire le thé à l'aéroport, mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire que c'est tout le monde qui va se sentir en insécurité désormais en allant jouer dans ce pays. Même les matchs de club vont être quelque chose de très très compliqué. Un entraîneur qui dit, mais je ne dis pas qu'on va le tuer, mais c'est quand même extrêmement grave. Et c'est pour ça que les associations d'arbitres en Europe et partout dans le monde demandent carrément une suspension à vie de cet entraîneur. Parce que les propos qu'il tient ne sont pas dignes d'un footballeur, ne sont pas dignes d'un sportif. Et le président, il te le dit, quand tu entres dans un stade de football, quand c'est élimination directe, où tu te qualifies, où tu es éliminé. Absolument. Et le Cameroun a été qualifié avec brio à l'extérieur. Et tout ce que Thierry dit, vraiment, quand vous encaissez à la 128e minute et vous mettez un but qualifié, le but qui vous qualifie 1 minute 56 secondes après, quel que soit ce que vous avez subi comme désagrément, en étant l'euphorie de la victoire, tout ce qui vous revient en tête, c'est de rentrer au bercail dans le triangle national, célébrer cette victoire quand même qui est assez inédite. Voilà, donc du coup, ils ont oublié tous les traitements inhumains subis. Faites une réaction, Timothée Makongo, avant d'avoir celle de Sèche Kamdem Kwam. Je ne vais pas être long. La seule chose que je veux dire, c'est que je me rends compte que les Algériens sont restés sur le plan mental à la même situation qu'il y a 40 ans. Ça veut dire qu'ils sont lamentablement malhonnêtes, faibles, et prêts à croire qu'ils sont au-dessus de toutes les lois africaines. Vous savez, moi, au football, j'ai eu à rencontrer les Algériens et je me rendais compte que quand vous jouez contre eux, quand ils vous regardent comme des singes, comme des animaux. Vous n'existez pas. Hein? La situation que Thierry a expliquée tout à l'heure est une situation, il y a 40 ans, il le faisait déjà. Hein? Mais je pensais que à la face du monde entier, à la face de tous les médias qui se baladent partout dans le monde, ils allaient changer. Ils n'ont pas changé. Déjà, mettre le match à Blida, je savais que c'était déjà une espèce d'enfer, ce report du match à Blida. Il y a aussi le fait que ils ont mis ils ont impliqué des hommes. La seule personne que j'ai vue leur dire attention, ne faites pas une telle erreur, c'est le président de leur fédération. Mais honnêtement, quand on regarde le monde, j'ai l'impression que le monde entier c'était, mais on devrait non seulement radier cet entraîneur, tous les pays pourraient prendre un acte contre l'Algérie, parce qu'on peut faire une plainte globale. Ces gars ont insulté la FIFA, ils ont insulté le Cameroun, ils ont méprisé toute l'organisation du football de la planète Terre. Vous comprenez? Et ça, c'est tellement grave que je ne sais pas pourquoi on leur trouve une excuse. Colina, un des meilleurs présidents de la commission des arbitres, il a pratiquement donné un trophée d'or à comment on l'appelle, Gassama. Hein? Parce qu'il a dit, ils ont regardé plus de 16 fois ce match-là. Ils n'ont pas vu de faute d'arbitrage. Alors quand vous pensez que les Algériens se permettent de dire, d'avoir n'importe quoi, en fait, ce que les hommes n'osent pas dire, c'est que ces gens sont restés à l'état sauvage. Eux qui nous appellent les sauvages, ils sont vraiment sauvages, ils sont animaux. C'est-à-dire que mentalement, psychologiquement, c'est des gens on qui va sont pas exagérer non sauvages. plus, Timothée Makongo. Non, en fait, il faut le dire parce qu'on a... Exagérer non plus. Non, on comprend, vous estimez que nous, les Camerounais, le monde doit pouvoir s'élever contre ça. Contre ça. Nous, les Camerounais, nous sommes restés très sports depuis
40 ans, ça dit on venait nous battre chez nous, nous encaissions, nous moquions même de nos joueurs. Hein. Aujourd'hui encore, le stoïcisme avec lequel nous avons accepté ce match est extraordinaire. Mais je vous assure, on va dire que mes propos sont violents, mal placés, mais en réalité, les Arabes restent dans une réalité d'une manière générale. Hein, je peux peut-être mettre un bémol pour les Marocains, mais les Arabes restent dans une réalité absolument animale. Croyant qu'ils ont un plus sur les autres, ils nous regardent comme des singes. Et il ne faut pas le refuser, il ne faut pas avoir peur de le dire. Non, alors aujourd'hui, qui devrait se prononcer? La FIFA, la CAF? La FIFA devrait se prononcer. Le Cameroun pourrait se prononcer en premier. Parce qu'en réalité, si nous portons plainte contre l'Algérie, ils ont insulté toute notre organisation, ils ont insulté nos stades, ils ont insulté nos... La FECAFOOT avait quand même réagi. Hein. Oui, mais on n'a pas porté plainte. On a réagi en leur disant calmez-vous, nous n'avons pas porté plainte. Hein? La CAF peut réagir. Mais ce n'était pas une voix exclue. Oui, la CAF pouvait réagir parce que c'est un arbitre de la CAF. Hein? Et la CAF fait ses sélections et ils savent qu'ils choisissent pour tel match. Hein? Et c'est les gens qui n'ont pas de sentiment quand ils font leur choix, que ce soit la CAF, que ce soit la FIFA. La FIFA aussi peut réagir en disant que c'est une insulte grave pour le football. Mais en réalité, même quand vous voyez que dans tout un pays, même le gouvernement ne dit rien, un entraîneur prend une telle disposition, la réaction immédiate des fois de le radier. Mais en même temps aussi, on dit que le football est fédérateur. On n'est pas là pour diviser. Pour être fédérateur, il faut savoir diviser. Il faut savoir faire la guerre parce que vous ne pouvez pas être fédérateur sans avoir des capacités de tirer sur les autres. En réalité, il ne faut pas regarder la chose comme une fédération, toujours dans le sens, nous sommes ceux qui encaissent, nous encaissons, mais il ne faut pas nous provoquer. C'est pour ça que nous avons dit que insultez-nous, mais comme a dit le docteur tout à l'heure, le lion a rugi à Blida. Voilà. Ça pose un problème, justement, de fédération. Les arbitres, imaginez, je discute avec certains arbitres internationaux que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Les gens qu'on va désigner pour aller arbitrer en Algérie, les prochains matchs internationaux, que ce soit en club ou en équipe nationale, c'est tout le monde qui aura peur de cette désignation avec les propos qui ont été tenus. Les arbitres ont besoin d'être rassurés que qu'ils peuvent librement exercer leur métier. Ça, c'est quelque chose d'important. Imaginez-vous, monsieur le président de la Ligue de l'Ouest, imaginez-vous un arbitre qui voit son homologue qui a bien arbitré un match et quelqu'un s'offusque de le voir boire le café dans un aéroport qui paye de sa poche, il fait son travail et quelqu'un d'autre s'énerve et il dit qu'il est surpris de voir que le peuple algérien laisse quelqu'un tranquillement boire un café. Mais ça veut dire ce que cela veut dire. Ça veut dire que celui qui va aller arbitrer désormais est déjà dans une situation moralement atteinte. Les remarques que Thierry a d'ailleurs fait tout à l'heure sont des très très belles remarques parce que on en parle un peu dans les réseaux sociaux, mais au niveau de la presse internationale, ces choses, ces réalités qu'ils ont vécues n'ont pas été reprises. Mais c'est absolument vrai. Et c'est même très grave, ce que Thierry disait tout à l'heure, cet isolement dans certaines zones. Alors, Sech Kamdem Kwam, dans les propos du sélectionneur algérien Belmadi, il a clairement indexé l'arbitrage africain. Vous êtes un ancien arbitre. Avec tout ce qui se passe autour de cette actualité, quel est le regard, l'appréciation que vous en faites? Je voudrais déjà rassurer tous nos copanélistes et même les auditeurs, les téléspectateurs sur le fait que un justicier, c'est-à-dire un magistrat du sport comme un arbitre, ne veut pas être bien aimé. Hein, non. Le gars qui dit le droit, forcément, il y a une partie toujours qui le voit en mal. Et vous savez, maintenant, s'il faut prendre la mentalité de l'Afrique du Nord en général, ou bien un peuple arabe, ce qu'ils ont fait, ou bien ce que Belmadi a fait, va discréditer plutôt l'Algérie à la longue. Parce que les arbitres iront en Algérie étant préparés sur le fait que, des gens vont forcément mal dire ce qu'ils vont même bien faire. Il y aura des médisances autour. De deux, vous savez tous que dans les textes du football, c'est le pays qui reçoit, qui garantit la sécurité des arbitres. Donc l'Algérie se met en difficulté en portant toute une corporation à dos. Ça veut dire que les faveurs qu'ils pouvaient avoir, comme on appelle la loi du domicile dans les matchs, vont leur échapper de fait parce que chacun voudra être le plus neutre possible. Il y a ce qu'on appelle des erreurs de sagesse en arbitrage. Ça veut dire qu'on ferme l'œil sur certaines choses en se disant on ne peut pas venir jusqu'ici devant ce public frustrer une équipe nationale. Mais maintenant, si vous voulez qu'on mette tout à la règle et que chacun ne fasse que son travail,
Il faut que vous soyez prêts à assumer et laisser les larmes. Parce que les larmes en elles-mêmes, ce n'est pas le football. Bon, si on veut s'accrocher au propos du coach Belmadi, moi je pense que quand vous tapez un enfant, vous pouvez l'empêcher de pleurer. Vous l'avez vous-même dit. En partant du Cameroun, il était déjà au Qatar. Il était déjà au Qatar. Et à la 118e minute, les choses se sont davantage concrétisées dans l'esprit. Parce que ce qui m'étonne personnellement, avant de revenir sur le plan technique des lois de jeu, c'est cette cupidité sur le plan du repositionnement tactique. Vous êtes à la 118e minute d'un match qui va s'achever dans 2 minutes, officiellement. Vous êtes qualifié pour une Coupe du Monde qui vaut 6 milliards de francs CFA. Et vous vous amusez sur un ballon qui va dans votre camp à voir l'aliment défensif qu'on a vu là. Tout le monde est en balade. Tout le monde est en villégiature. Première chose sur le plan technique, le joueur algérien qui a marqué le but commence à faire le chiquet en perdant du temps. Ouais. Sachons tous que dans les règles du jeu, lorsqu'on joue des matchs importants comme cela, le temps que vous perdez au-delà du temps additionnel devient à la discrétion de l'arbitre. Il doit le récupérer. Sinon, ce n'est pas normal. Donc, il a fait le premier chiquet en tombant, non loin de sa surface, la surface d'opération des Camerounais. Quand on l'a relevé là, il est venu tomber encore presque au rond central. Aboubakar Vincent est venu vers lui. Là, il dit, mais attends, c'est quelle histoire? L'arbitre a dit à Aboubakar, laisse-le, je la montre. Regardez bien le geste de M. Gassama. Laissez-le, je la montre. Et ça, c'est significatif de ce qui va suivre. Parce que vous allez voir sur une rentrée de touche qui allait anodine, une défense algérienne qui n'existe plus. Et quand ces buts entrent, c'est le but de Toko qui fait mal. Oui. C'est ça qui rend Belmadi fou. C'est pas l'arbitrage. Il faut qu'on soit cohérent. C'est évident. Donc, ils sont tous touchés, comme il a dit. C'est clair. Il vient charger l'arbitre après 2-3 semaines. Bien sûr. C'est-à-dire, l'arbitre n'est que la Libye sur laquelle ils peuvent s'accrocher. Puisque sur le but, lorsqu'ils se mettent à visualiser, sur le plan technique, ils n'ont pas moyen d'accuser. Il n'y a même pas contact. Il n'y a pas contact, il n'y a rien. Ils se sont fait prendre. Maintenant, ils se sont fait prendre, Serge, parce que, si tu permets, oui. Parce qu'on est justement en hauteur au Chabat, on voit bien l'action. Ils sont surpris parce qu'ils se disent que c'est... généralement, c'est l'arrière droit, l'arrière latéral qui fait la remise. Mais là, c'est Koundé Malon qui prend le ballon. Il fait 2 pas en arrière. Les Alliés s'attendent à une longue touche. Benasser, qui fait un peu l'obstruction, qui fait écran, il se retourne, il regarde sa défense. Lui aussi fait 2 pas en arrière. Et là, il joue avec faille. Donc, et vous voyez bien le défenseur central. De l'autre côté, il est bien décalé. En fait, je suis d'accord avec vous, c'est pas trop l'arbitrage sur le coup, c'est qu'ils n'en reviennent pas. Ils se rendent compte qu'en 2 minutes, ils sont partis du Qatar pour rien du tout. Ils ont disparu de la planète. Et ça, pour des personnes qui ne se prennent pas au même niveau que vous, parce qu'ils se prennent au-dessus de vous, c'est inacceptable. Maintenant, il faut refouler cette colère-là. Seulement, il la refoule mal, parce qu'ils vont au-delà de ce qu'on aurait attendu. On peut pleurer le soir d'un match, on peut pleurer 3 jours après, on peut pleurer 1 semaine après. Mais lorsqu'après 3-4 semaines, vous continuez à faire des propos, à tenir des propos de cette envergure, avec autant de violence, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème, ça devient vous-même. Par solidarité, la fédération algérienne est restée solidaire de son entraîneur. Mais en réalité, Belmadi est conscient. Il est conscient en tant qu'un joueur qui a un vécu d'avoir touché le fond. Il est allé où il ne fallait pas. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à toute la sympathie qu'il a eue en dehors du peuple algérien, toute l'Afrique et même le monde le regarde avec dédain aujourd'hui. Il n'est plus ce monsieur qui incarnait une certaine leçon pour la jeunesse. Et vous savez, pour vous qui avez vécu en tant que footballeur, Marc Tim, le plus important, même quand nous sommes sur un plateau de télé, ce n'est pas seulement de beaucoup parler. Mais sachons que ceux qui nous suivent de l'autre côté doivent voir en nous des exemples par rapport à ce que nous faisons. Maintenant, si vous cessez d'être cet exemple-là, il y a un problème. C'est-à-dire que vous devenez quelqu'un qui, au lieu d'avoir garanti votre image dans l'excellence de ce que vous faites, vous l'avez détruit par un comportement désobligeant. Un peu comme les problèmes de mœurs lorsqu'on parle souvent. Quand vous entrez dans cette logique-là, forcément, vous vous cachez naturellement. Donc, Belmadi, pour moi, est devenu la risée même de l'Afrique. Parce que ce qu'il a dit de M. Gassama, qui pour moi est sorti comme un très grand homme, lorsque vous regardez les actions de M. Gassama, et Thierry l'a révélé tout à l'heure, certains d'entre nous, c'est le Cameroun qui peut se plaindre d'avoir été frustré pour un pénalty non donné. Parce que, et on peut comprendre la réaction de M. Gassama à ce moment, parce que non seulement il a écran, mais il n'a même pas voulu la VAR, parce qu'en réalité, ce moment, c'était fatidique pour l'Algérie. Et c'est là que la loi du domicile a compté.
Et par extension, on accepte. On est à Blida. Et là, on était encore. On est à un but partout. On est à un but partout. 1-0. 1-0. Parce que c'est la tête de Tawamba. Donc, si le Cameroun a ce pénalty à l'instant, ça veut dire que l'arbitre, en prenant ses responsabilités, a éliminé l'Algérie. Le gars s'est dit, OK, il ne faut pas qu'on trouve un bouc émissaire à ça. Que le meilleur marque son but sur le terrain. Et dans les pareils matchs, souvent, ça compte sur le plan psychologique. Et là-dessus, personne ne peut en vouloir M. Gassama. Mais maintenant, quand vous sortez de là... Personne sauf les Algériens. Non, juste à ce moment, les Algériens ne veulent pas. À ce moment, ils ne veulent pas. À ce moment-là. Non, à ce moment-là, tout le monde est plutôt d'accord avec lui. Même en regardant au ralenti à la maison, chacun est d'accord que la bille est bon. Parce qu'il n'a pas mis le pénalty contre eux. Ce sont les Camerounais qui peuvent encore se plaindre, mais nous sommes à Blida. D'abord, tu es mal assis à la tribune, tu ne peux pas rester. On n'a pas vu ça. L'air même semble. Il fait froid. Il fait froid. Donc, j'ai dit, tu veux être sûr que tu vas sortir de là vivant. Je pense que c'est ça qui est dans ta tête. Ah ouais, c'était ça. C'est l'état d'esprit. Donc, moi, j'ai dit, à l'arrivée, l'Algérie gagnerait à cette terre. Cette terre est pensée aux échéances futures. Je pense que Thierry a parlé de 2026. Ouais. Quand vous voyez la médiocrité qu'on a vue pendant la CAN, chez l'équipe algérienne qui était championne d'Afrique en titre, je pense qu'ils sont vus trop beaux, trop vite. C'est-à-dire qu'ils ont remporté une CAN, ils viennent au Cameroun comme des super favoris. Ils se rendent compte que ça ne va pas. Maintenant, on commence à accuser la pelouse du stade. On accuse l'oreille du match. Vous voyez qu'on cherche des superfuges pour justifier. Il faut que les gens apprennent à assumer. Quand on a fait une erreur, qu'on ait le courage de dire ici on s'est trompé. C'est ça la grandeur de l'homme. C'est l'humilité même. Et je pense que nous devons implorer à la Fédération algérienne et au peuple algérien d'avoir de l'humilité. Parce qu'il leur a manqué l'humilité. Le Cameroun a su, après avoir perdu le match, aller avoir de l'humilité. Dire l'Algérie nous a dépassés, nous on accepte la défaite. Ça c'est l'humilité. Ça vous permet de rebondir et de voir plutôt où vous avez cogné votre pied. Nous avons 3-4 jours. Voilà. C'était un match. Tout le monde. Très peu de Camerounais espèrent une qualification du Cameroun. Très peu. Je voulais justement demander à Thierry, quand vous allez la faible délégation, qu'est-ce que vous dites? Nous allons chercher la victoire ou bien nous allons juste voir un match? Quel est votre état d'esprit dans les J'en parlais encore en début de semaine comme ça avec le président de la FECAFOOT. On discute au téléphone, on ressassait un peu ça parce que je dois vous l'avouer, on me demande, quelque part je ne doutais pas parce qu'il y avait des signes. Il y avait des signes, j'en vous parlais des tests médicaux, lorsqu'on allait faire les tests très tôt dimanche, parce qu'il faut dire que justement, c'était un petit piège, on a fait très tôt dimanche. Les joueurs étaient décontractés, il y a vraiment un bonhomme qui, du match aller jusqu'au match retour, il a vraiment été serein, c'est Andro Nana. On a voyagé assis côte à côte et il était très confiant. Je ne sais pas d'où il avait cette sérénité. Et il est même allé plus loin en disant si on fait ci, si on fait ça, si on fait ça, on va passer. Même le mardi, parce qu'on a refait les tests Covid à 13h, c'est-à-dire à quelques heures du match, il nous a encore vu avec les confrères, il a dit on va passer. Et il y avait également Samuel Eto'o qui était dans ces. Donc il y avait une confiance là, même lorsqu'on arrivait déjà à Alger, peut-être 45 minutes avant l'atterrissage. Là où on était assis, lui et moi, c'est devenu presque le parloir. Tout le monde est venu là. Rigobert Son est venu, Souleymane, nous, Mabouan Kessak. Je crois il y avait également Augustine Simo. Tous sont venus. On a commencé à discuter, on parlait de tout ça. On n'avait pas le sentiment que c'est une équipe qui avait perdu le match aller. Ils étaient décontractés, je ne sais pas trop comment, et ça s'est ressenti lors des entraînements. Parce qu'il faut dire que les Algériens se sont crus malins. Les gens ont peut-être vu l'entraînement de Samuel Eto'o comme une sorte de prise de pouvoir. Non. Les Algériens, on les a tous fait évacuer, mais ils avaient des jeux partout dans le stade. Ils avaient des jeux. Et je crois que le fait qu'Eto'o se soit entraîné, c'était également pour brûler les pistes. Vous savez, généralement, que la veille du match, il y a la mise en place tactique, il y a les chasubles, les coulons, un peu déjà. Il n'y a pas eu ça. Ils ont fait ils n'ont même pas fait les deux camps. Ils ont joué un demi-camp là, 30 minutes, après que Sébastien Mia a pu faire 30 minutes d'entraînement. Donc c'était pour brouiller les pistes parce qu'on avait le sentiment que les Algériens, ils étaient là, ils guettaient, ils avaient des caméras. Parce que nous, on n'avait pas de connexion à Blida, ils ont tout coupé. Mais avant même qu'on arrive à Alger, on avait déjà des sites algériens qui disaient que Eto'o a dirigé la séance d'entraînement, ce qui n'était pas vrai. Donc, par rapport à cette confiance-là, je pense qu'il y a eu un discours nouveau. Parce qu'on était ensemble après le match aller. On discutait, on a vu des mines quand même bizarres en partant au stade, en sortant l'hôtel de Lyon. C'était différent de ce qu'on a vu. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on est reparti faire les tests mardi, on a vu des joueurs hyper décontractés. Ils étaient
transfiguré. Et sur le stade, ça s'est vu. Parce que lorsqu'on arrive, on nous criait dessus. Nyassa Soleil qui était également, il dit, mais ils nous prennent comme des singes là. Et moi derrière en lui disant, tu crois que toi-même tu es quoi? Parce que les cris là venaient de partout. Et André on en a également, Oyongo Bitolo qui demande aux joueurs de commencer à danser. Parce que ce qu'on ne dit pas également aux gens, parce qu'il faut le dire, vraiment, Blida, le stade là, il faut oublier, en dehors de la pelouse, je dis en dehors de la pelouse, même l'annexe A ou B de Japoma, elle est meilleure en termes de standing. Ce qu'on a vu la veille, on est allé faire un tour dans les vestiaires, mais je vous assure, ce n'est pas des vestiaires. Vous aviez dans les toilettes des joueurs, l'eau qui stagnait, on a tout fait. D'abord, il n'y avait un seul panneau électronique. Justement, du côté où le Cameroun a marqué le deuxième but. De l'autre côté, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et sur ce panneau, ce n'est que le score qu'on mettait. Il n'y avait rien d'autre. Et comme ils ont des tribunes attenantes qui donnent directement sur l'aire de jeu, à chaque fois que le Cameroun marquait, il y avait des débris de chaises. Vous avez vu quand l'Algérie égalisait, vous avez vu quand ils couraient, vous avez vu ces débris de chaises-là. Donc ils ont déversé ça un peu partout. Et nous qui étions debout, chaque fois que... parce qu'il y avait une télévision algérienne qui filmait, on venait souvent nous écarter, s'il vous plaît, mettez-vous de côté parce qu'on n'arrive pas à filmer. On a regardé le match, c'était terrible. C'était terrible. Et Dieu merci parce qu'il faut dire que les Algériens sont allés plus loin. Ils ont demandé aux supporters quand même de présenter des carnets de vaccination. Tous les supporters. Il a fallu que l'ambassadeur du Cameroun en Algérie et le président de la FECAFOOT tapent du poing sur la table pour qu'il y ait au moins 300 Camerounais. On a vu des Maliens, c'était vraiment... Et ils avaient tout, hein. Même le fameux Mbolé, ils avaient ça là. Comme il faisait froid, ils se réchauffaient avec. À chaque fois que le Cameroun marquait, c'était beau, mais la confiance était là. Je crois, comme Serge Kamnem, comme l'a dit, les Algériens se sont vus, ils se sont sublimés trop vite. Dès qu'ils ont égalisé, Slimani a eu des crampes, l'autre est tombé, l'autre a fait ceci. Et ils sont sortis du sujet. On dit, nul ne peut se prévaloir de ses propres substituts. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez, Serge, un peu de la réaction côté algérienne, hein, qui pense quand même saisir toutes les instances compétentes? Non, je voulais, pour ceux qui nous suivent, conformément au statut de la FIFA. Ça ne va rien donner, voilà. Je peux vous dire. Parce que sur Comment le plan, ça ne va rien donner parce que sur le plan légal, vous savez, chacun l'a dit ici, il faut des éléments probants pour arriver à une... Quel est l'élément sur lequel ils vont s'appuyer? L'élément qu'ils ont envoyé, ce sont les avoir gain de cause. match. Si c'est M. Gassama, ils ont fait faux. Ils ont raté la cible. La FIFA dit qu'il n'y a pas de preuve de ce que vous dites. Mais la VAR était suivie par les Allemands. Je vous rappelle que c'était un match de la FIFA. Et s'il te plaît, les arbitres VAR étaient les derniers à sortir du stade à 3 heures avec les supporters. C'était des Allemands. Tous. Et quand vous regardez le but algérien qui est refusé, l'angle par lequel la VAR, parce que l'arbitre avait déjà validé le but, l'angle de vue que la VAR présente à l'arbitre lui permet de l'annuler. Il est dit dans les lois des jeux, quand un but est marqué avec une autre partie de votre corps, autre que la tête ou les pieds ou votre corps, le but ne peut être marqué par la main. Non. Donc si le ballon touche votre main en dernier pour entrer dans les filets, vous voulez que l'arbitre le valide comment? Quand la VAR lui dit voilà l'action. Voilà l'action. Et j'ai dit, il n'y a rien. Ça dit sur le plan, quand vous entendez M. Colina, qui est de la commission centrale des arbitres au niveau de la FIFA, dire qu'il donne un trophée à Gassama. Vous pensez qu'on va donner un trophée à quelqu'un et après être d'accord qu'il va... Non, j'ai dit sur le plan purement légal, sur le plan purement juridique, parce qu'on va devant une juridiction, on sort les preuves pour justifier ce qu'on dit. Les Algériens avaient dit avoir un dossier en béton. Sur le béton là, c'était le commentaire. La justice ne connaît pas le commentaire. Parce que quand vous allez devant une juridiction, ce sont les preuves que vous fournissez. S'il y avait une preuve de corruption, si on pouvait montrer que le plan de vol, comme vous l'avez dit, était fait par quelqu'un d'autre que la fédération algérienne. Non, pas la fédération camerounaise. Voilà. Si on pouvait montrer que M. Gassama, à un moment précis, a été vu avec le Camerounais en train de tripoter ce qui n'est pas correct, ou bien qu'il a fait un pari sur le match du Cameroun quelque part avec l'Algérie, que le Cameroun gagnerait. Ou bien que son compte bancaire a connu un bon... On pourrait le... Avec des... Il y a un élément important que nous devons savoir. Quand un arbitre a la trempe de M. Gassama, avec le cursus qu'il a eu au niveau de la CAF et de la FIFA aujourd'hui, vous êtes à 3 ans de votre retraite internationale. Vous avez une Coupe du Monde devant vous. Vous pensez que vous allez vous tremper dans une histoire? Jamais. Vous avez une notoriété à défendre, monsieur. Et ce monsieur, parlons maintenant de l'homme, a un charisme. Dans ce match,
Il avait beaucoup Même de- quand les de Camerounais étaient présence. convaincus qu'ils ne vont pas se qualifier, ils n'avaient rien à critiquer, ils n'avaient rien à reprocher à ce monsieur. Il est sorti de là blanc. Le meilleur arbitre du monde, c'est celui qui fait le moins d'erreurs. Si son erreur que les Camerounais ont vu, c'est cette main-là, et même qu'il était confus parce qu'il y a le gardien au sol et le joueur, ben, on peut comprendre. Mais si ce n'est que pour ça, en dehors de ça, on va lui reprocher quoi? Rien du tout. Donc vraiment, qu'ils boivent son Non, café. c'est un dossier qu'ils qui boivent est- son café, qui est- comme qui on est l'a dit. clos. Qu'ils boivent son café en sirotant des feuilles. Comme on a dit là-haut, c'était quoi que, millefeuilles. Les millefeuilles. Que ça fasse Gâteau. mal à Belle Marie. Je pense que lui-même gagnant allait se faire cuire un œuf au soleil parce que là, il est en train de perdre du temps à tout le monde. Monsieur Gassama est libre avec son statut aujourd'hui de s'asseoir dans un hôtel, dans un aéroport, dans son salon VIP et consommer ce qui lui convient. Encore, il ne demande pas une faveur à quelqu'un. Ils ont aidé à grandir, ils Bien ont sûr. aidé à porter des... Bien sûr, on a compris qu'un éventuel, un éventuel recours C'est mort. du côté de l'Algérie ne pourrait pas justement prospérer. Donc, c'est bien le Cameroun qui sera du côté du Qatar au mois de novembre prochain pour disputer la Coupe du monde de football. On va s'intéresser à Dynamo Football Club de Douala qui a une nouvelle présidente. Qu'est-ce qui vous amuse, Thirindo? Non, allez-y. Il allait dire que le rire est naturel. Donc, Audrey Yetna Chiko, c'est le nom de la nouvelle présidente de cette formation. Elle a été élue samedi dernier au cours de l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée à Dordogne, ici même à Douala. On va vous proposer de revenir sur les temps forts de l'Assemblée générale de samedi dernier. Vous suivrez également les réactions de la nouvelle présidente, du président délégué, de l'ancienne présidente Marthe Mouara Dinali et bien sûr de quelques supporters du club. Regardez. Après concertation, je sais que la plupart d'entre vous sont ici pour voir les bassins continuer à se déchirer, pour régler leur compte personnel avec ma technique pour X ou Y raison. Mais ce sera pour la prochaine fois. En personne, en grande personne et sage, nous avons estimé que aller à une compétition, ce serait bien pour nos différents électorats. Mais cela contribuerait essentiellement à diviser davantage. Alors que nous voulons fédérer les forces. Et vous savez qu'en négociation, chacune des personnes en tête doit se soustraire. Sinon, on n'avance pas. C'est pour ça qu'il fallait que l'un d'entre nous accepte d'être sous l'autre. Parce que nous ne devons pas être au même moment les chefs. Et moi, je suis de ceux qui pensent que quand quelqu'un a du potentiel, il faut lui donner l'opportunité de se déployer en restant dans l'encadrement. Je ne suis pas encore milliardaire comme ma soeur. Prendre une telle responsabilité n'est pas évident. Mais bon, je suis une femme habituée à gérer les hommes. Les hommes au masculin, vraiment le masculin. Parce que c'est ça la majorité au niveau du football camerounais. Certaines habitudes. À partir de ce jour, qu'ils comprennent que la Dynamo va fonctionner comme une entreprise. Ça veut dire qu'il n'y aura ni flou, ni jonglage. Tout sera clair, net. Et notre priorité, comme je l'ai dit en salle, c'est de mettre les joueurs actuels à l'aise. C'est de faire en sorte qu'ils aient des entraînements intensifs. C'est de faire en sorte qu'ils aient une assurance sociale, donc une CNPS.
et une assurance complémentaire. Parce qu'il ne faudra pas que chaque fois qu'un joueur se casse le pied, qu'on commence à demander que mais on va où. Ensuite, leurs salaires leur seront versés désormais à travers un compte bancaire. Dans le consensus que nous avons fait, nous avons essayé d'élaguer toutes ces difficultés et nous avons pu trouver une plateforme d'entente qui a pu permettre qu'on essaye d'avoir l'équipe en place. D'ailleurs, ce n'est pas un secret de vous dire que dans notre équipe, il y a des membres de l'ancien bureau. Il y a quelques personnes de l'ancien bureau. Bon, c'est vrai, moi j'y étais un peu opposé, mais nous nous sommes dit dans le sens de la reconstruction, il ne faut pas exclure les gens. Si les gens peuvent nous apporter une quelconque expertise quelque part, pourquoi les exclure parce qu'ils ont été de l'ancien bureau? Merci beaucoup, merci. C'est pas vrai. Merci de féliciter l'équipe entrante. Ce n'est pas une réussite au hasard. C'est une préparation qui s'est faite sur plusieurs mois. Comme vous le savez, il y a eu d'abord une réunion de rassemblement au stade Sikam. Et le but, c'était de rassembler tous les enfants du peuple Bassam Pobati, ce qui a été une réussite. Aujourd'hui, c'était la résultante de tout le travail abattu depuis plusieurs mois. Satisfaite? Très satisfaite. Personnellement, j'estime que la présidente élue, elle a beaucoup de chance par rapport à moi. Il y a eu une mobilisation particulière. Et il y a les élites que moi, personnellement, j'ai découvert que je n'avais pas à l'époque. J'ai quand même pu monter l'équipe en élite, tout, avec le peu de moyens que j'avais. Elle, avec tout le peuple qui est autour d'elle, vraiment, je souhaite qu'elle fasse 2 fois plus que moi. Vous pensez que quelque chose va changer quand même? Je pense que quelque chose va changer parce que le bureau, il est quand même trié dans le volet. Il y a vraiment du bon, le personnel a été aussi... le choix des membres a été quand même assez judicieux. En plus, bon, la présidente, lui, elle a comment dire ça, elle a la niaque. Hein? C'est l'une de mes grandes sœurs. Moi, je l'encourage bien. Que Dieu nous donne la force d'aller en avant. Oh oui, c'est prometteur. Et ça fait depuis, on ne voit pas le congrès de la Dynamo se dérouler de la sorte. Le bureau, science tenant, on a eu 5 millions, c'est déjà quelque chose de promettant. Et nous espérons que ça va continuer dans la même volée. Et on est sûr que la Dynamo cette fois-ci va se relever parce qu'on a une présidente très dynamique, que tout le monde a voté à l'unanimité. Et ils ont un staff qui est cohérent et tout le monde veut viser très haut. Donc quand la base commence comme ça, nous sommes sûrs qu'on va arriver très haut. Voilà un peu pour ces quelques temps forts de l'Assemblée générale élective des Dynamo Football Club de Douala qui s'est déroulée le week-end dernier, ici même dans la cité économique. Peut-être un rapide tour de table. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être attendre de ce changement à la tête de ce club, Timothée? Écoutez, déjà, je me réjouis que le Dynamo ait pu se réunir parce que c'est une bonne chose. C'est souvent des gens qui sont... dans des guerres fratricides. Si déjà il y a eu un rassemblement, c'est bien. Maintenant, je ne connais pas cette dame en réalité, mais je me dis que, compte tenu du coup de pouce donné par le nouveau président de la Fédération camerounaise de football et qui parle de rigueur, de bonne gestion, d'indemnité des joueurs, de bonne organisation, de bonne gestion, hein, elle a fait un discours qui est clair, qui est comme un discours prometteur. Bon, nous espérons qu'elle va réussir à Dynamo très haut. Mais c'est un peu, il y a beaucoup de querelles, hein, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est un peu la même lecture, Dr Ngor. Disons que quand on voit les images et quand on suit de près ce qui se passe, on voit une plantation avec beaucoup de fleurs, avec de très belles fleurs. Ah, ça veut dire maintenant, quoi? Maintenant, il faut que les fruits tiennent la promesse des fleurs, parce que les discours qu'on voit, les discours qu'on écoute, c'est les discours que la quasi-totalité des exécutifs tiennent. Maintenant,
c'est sur le terrain au fil des matchs. Pourquoi l'énergie a-t-elle été en pleine saison d'organiser une assemblée générale élective alors que la saison est lancée, alors qu'on pouvait se mettre ensemble pour terminer la saison et faire le congrès après? Y avait-il urgence? Oui, pour certains, non pour d'autres, mais de toutes les façons, ça s'est fait. Il y a un nouvel exécutif avec beaucoup de belles fleurs, mais nous espérons tous que ça aille, parce que Dynamo, c'est quand même l'un des clubs mythiques de la ville. Si vous voyez les matchs, même en Ligue 1, les matchs Canon Tonnerre, ce n'est pas la même affluence que Faux Vasu, AS Fortuna, parce que les clubs qui ont quand même une base apportent du public au stade. Quand vous voyez le lancement de la D2 régionale du littoral entre Caïman et Ouris, c'est carrément au-dessus d'un match de Ligue 1, parce que ces clubs ont quelque chose à apporter. Donc le souhait, c'est que tous ces clubs qui mobilisent le public, qui mobilisent les spectateurs, qui mobilisent les membres, le souhait de tous les observateurs et de tous les acteurs, c'est que vraiment ces clubs se portent mieux et que les stades soient de plus en plus pleins, maintenant que le facteur limité en Covid est en train de faire marche arrière en attendant qu'il ne va pas enclencher la première dans les jours qui viennent. Réaction rapide, Thierry? Non, on peut juste espérer que cette équipe puisse continuer dans cette lancée. C'est une équipe de tradition, une équipe populaire et qui pourrait trouver son créneau justement dans le professionnalisme que nous souhaitons tant. Une équipe comme Dynamo, je la renvoie à peu près à une autre comme le Canon sur le plan populaire. Quand on parle de Dynamo, c'est quand même des équipes qui ont fait vibrer le Cameroun et l'Afrique. Donc, s'ils ont décidé, quand vous suivez, ce sont ces discours de circonstances-là que nous on retient souvent. Mais après, vous vous retrouvez avec des gens qui ne peuvent plus se regarder en face parce que les intérêts sont divergents. On espère que chacun restera à sa place et que l'équipe va aller loin. Vous avez vu le lendemain, ils ont gagné 2-0 leur match. Ils étaient tous au stade, ils étaient contents. Vous vous souvenez un peu de ces clichés où Dynamo a perdu 5-0 à Garoua et avait été abandonné par ses dirigeants sur place. On avait assisté à un certain nombre de clichés. Je pense que le plus important, c'est l'organisation en elle-même. Si le bureau directeur qui a été mis en place décide de travailler en restant sur l'aspect vraiment... Parce que le problème, on va en parler, le problème qu'on a souvent, c'est qu'il y a des clubs qui parfois essaient de dévoyer leur ligne directrice. Un club comme Dynamo, pour faire simple, nous sommes à Douala, nous avons ces 5 arrondissements, je crois, 5. Dans le département du Vouri. 6, excusez-moi. À Yaoundé, on est déjà à 7 également. Si vous avez 6 arrondissements, Dynamo, je suis sûr que dans chaque arrondissement, nous devons au moins 10 quartiers. Limitons-nous à 5. Si vous avez 5 quartiers dans ces 6, ça fait 30. Et je suis sûr qu'un club comme Dynamo de Douala peut trouver au moins 100 supporters dans chacun de ces 30 quartiers. Mais tout ça, c'est une organisation. Si vous avez donc ces 3000 supporters à qui vous allez faire une sorte de filiation à travers une assistance, peut-être du genre une carte d'adhésion pour tous les matchs de la saison, peut-être, mettons, 24 ou 25 matchs. Si vous multipliez, et peut-être 25 matchs, on va dire quoi, un ticket de 1000 francs, 25 000, vous pensez qu'on ne peut pas trouver, ça fait beaucoup, ça fait plus de 50 millions. C'est peut-être, on le dit comme ça, c'est rêveur, mais si on travaille, même si on fait déjà le tiers, ou le quart, ou la moitié, c'est quelque chose. Donc, le plus important, c'est justement ce qu'on va faire devant. Ce n'est pas de parader devant micro et caméra, parce qu'on va vous observer. Vous avez vu que c'est toute l'élite, Bassam, Pau qui était là. Parce qu'on les anciens dirigeants aussi. Tous les anciens dirigeants, ils sont allés voir un de leurs fils qui est aujourd'hui à la tête de la FECAFOOT. Moi-même, j'ai été, puisque je suis également originaire de ce coin, même si je ne suis pas supporter des Dynamo dans l'âme, parce que moi, j'ai plus vécu avec le Canon. Voilà, donc, mais je sais un peu ce qui se passe en interne. Je pense que le plus important, c'est que Mme Chico et les membres du conseil, moi, je préfère qu'on commande, il faut que l'on s'habitue à ça, essayer de travailler et qui se disent que une seule main ne peut pas faire tout un paquet. C'est un travail d'ensemble. Le monde que j'ai vu là, il peut être multiplié par 10, peut-être même par 100, si les gens sont sérieux, si les gens travaillent, si les gens sont là pour l'intérêt général. Voilà, il faut bosser. On a compris, Serge Kamdem Kouam. Il y a du boulot.
Quand vous regardez bien la logique du président actuel de la fédération, il veut mettre les spectateurs dans les mois, à travers les clubs communautaires. Et Dynamo en fait partie. Dynamo, d'ailleurs, c'est une équipe dans le littoral qui, en matière de poids, on dit mythique, mais mystique aussi, parce qu'il faut qualifier les choses comme elles sont. Le plus dur pour ces équipes, ce n'est pas l'existence. Et je crois que Thierry l'a relevé tout à l'heure, c'est la survie. Ouais. Pas parce qu'il n'y a pas les hommes, mais parce que les équipes communautaires n'appartenant pas à un directoire généralement personnel, parfois les décisions se prennent avec trop de lourdeur et ne vont souvent pas dans l'intérêt même du club. Ou bien, parfois, par rapport à certaines difficultés qui vont se présenter, au lieu que les hommes aient la même humilité qu'on a vu à un congrès comme ça, parce que je vous rappelle toujours qu'avant d'arriver à cela, il a fallu qu'un homme qui actuellement qui était le président avant que Mme Chico ne vienne, accepte avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sacrifices, de faire que ce congrès ait lieu. C'est M. Sinkot Isaac à qui je souhaite qu'on rende hommage. Parce qu'un autre pouvait faire comme certains Camerounais. Il vous dit, monsieur, il se raconte même qu'il y avait un chèque de 10 millions quelque part qui devait entrer dans les caisses de l'équipe. Mais le gars pouvait faire comme certains présidents. Il attend d'abord que ce soit positionné, il prend d'abord, il tient avant de vous dire, allons faire le congrès. Mais il s'est dit, je ne sais pas si c'est fondé ou pas, il s'est dit que le chèque donné par la communauté urbaine, il a positionné et le club, l'équipe actuelle devrait bénéficier de ces 10 millions-là. Maintenant, il laisse une situation déficitaire. L'honnêteté aussi voudrait que par rapport à sa bonne foi, qu'on sache lui dire, ok, tu as fait des sacrifices comme certains avant toi ont fait, mais voilà ce qu'on peut faire. Et là-dessus, c'est en ça que la gestion des équipes communautaires est très compliquée. Quand vous y passez, parfois, vous avez des bonnes intentions, mais si les résultats sur le terrain ne suivent pas, si les résultats ne suivent pas, vous êtes obligé, vous êtes comme sur de la braise. Hein. Quelqu'un peut vous sortir un poignard dans la rue. Ah ben ça, je ne vois pas même quand ça marche, il y a des problèmes. Ah oui. Léopard, ça marche très bien. Mais là, mais là, ça vient de l'intérieur. Oui, je veux dire. Mais il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes. Voilà. Donc, pour vous dire que ces équipes-là, chacun se l'approprie. Et à la fin, vous qui dirigez n'êtes que des guides. Et même votre direction que vous prenez doit cadrer avec l'intérêt de la majorité. Donc souvent, ce n'est pas l'intérêt professionnel que vous recherchez. Il faut souvent avoir le temps de savoir expliquer aux gens exactement ce qu'on veut faire. Et je pense que Dynamo aujourd'hui a la chance, quand on voit tout ce qui est comme Gotha qui a été réuni, il y a beaucoup de chances quand même que si ceux-là à chaque fois sont consultés. Parce qu'il faut employer le mot consulter. Éviter de se dire, je suis le président ou la présidente, j'ai décidé je fais. Parce que dans le football, il y a une grande leçon que je l'appelle mon mentor dans le cadre de l'administration, le président Dieudonné Kamdem. Il m'avait dit, sache que pour aller loin dans l'administration du foot, tu dois accepter d'apprendre. Parce que quand tu as le pouvoir, c'est toi qui décides déjà. Mais si tu n'es pas conscient de tes limites, tu vas poser des actes qui vont être préjudiciables plutôt pour l'intérêt de ce que tu sers. Et là-dessus, c'est le problème généralement des jeunes administrateurs. C'est-à-dire vous êtes jeune président d'une équipe comme la Dynamo, ou jeune présidente, vous vous dites, j'ai les pouvoirs d'eux. Devant certaines situations, vous ne savez pas que certains l'ont vécu avant vous, vous ne vous référez pas à leurs conseils dans l'intérêt du club. Vous décidez et ça crée du vacarme. C'est pour ça que j'interpelle M. Bateki qui est sous Madame la Présidente Dietna. Et vous l'interpellez pourquoi? Je l'interpelle parce que... Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui qu'ils ont décidé de faire la paix, il faut que cette paix soit sincère. C'est ça. Il faut qu'elle soit sincère. Tu sais, quand même, il y a un... C'est-à-dire quoi? Non, je veux dire, il a dit lui-même dans l'interview. Non, j'interpelle. La présidente vient d'arriver. Je veux comprendre un peu. La présidente vient d'arriver, découvre le foot. Donc tout le monde, elle peut être ouverte à tout le monde. Lui qui a pendant longtemps aspiré, il a d'abord géré, a aspiré à gérer sous M. Sinkot et aujourd'hui a dit lui-même qu'il a été longtemps résistant avant d'accepter. Ça veut dire que lui, jusqu'à preuve du contraire, pensait... Il va se reposer. Peut-être se repositionner plus tard. Il ne faut donc pas rentrer dans le repositionnement, peut-être qu'il est en vue, qu'il soit une épine sous le pied de la présidente. Donc nous pensons que c'est en faisant chemin ensemble qu'elle, ayant trouvé satisfaction dans l'accompagnement, lui cédera facilement le fauteuil. Parce que lorsque vous avez fait votre travail, à un moment donné dans l'équipe communautaire, on veut passer la main. Ce n'est pas aisé d'y rester tout le temps. On a la volonté, mais vous ne pouvez pas gagner, c'est vous qui laissez toujours la plume. Vous ne gagnez pas dans l'équipe communautaire, vous laissez de l'argent. À moins que vous n'ayez mis un système en place qui génère beaucoup d'argent.
Bien voilà, sûr. de Et sincérité. sachant que le professionnalisme aujourd'hui, c'est encore un état d'esprit. Parce que sur le plan de l'opérationnalité, on va y arriver dans le thème même. Ouais, vous allez dans vous un rendre court compte instant, qu'il y a beaucoup de nœuds qui font que... On voit l'équipe de l'extérieur, on se dit c'est beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup d'argent venant d'où? Pour l'instant, on ne sait pas encore. Donc voilà le grand problème. Il a dit comment on peut faire pour prendre On va observer une page de pub. Vous voulez réagir vraiment rapidement, Timothée? Ce qu'ils ont dit les uns et les autres, en fait, il y a une espèce de conflit entre la nécessité, il a dit que ça devient une société anonyme. Oui. Entre la gestion d'une société anonyme et la volonté des anciens du conseil, qui sont des anciens, qui s'appuient sur des traditions qui ont un certain barbarisme. Et il faut le reconnaître. Ce qui fait qu'il y a conflit permanent, et c'est pour ça que certains présidents qui sont dans la logique des choses, qui ont compris ce que c'est qu'une gestion, pour avancer, il faut développer d'une certaine manière, sont toujours en opposition avec ceux qui sont assis dans les réalités des décisions. C'est pour ça qu'il a parlé d'équipes mythiques et mystiques. Ah, d'accord. Oui, parce qu'il y a tous ces côtés. D'accord. Non, en fait, il veut dire, je comprends ce qu'il dit, et c'est le problème justement des équipes de tradition, c'est que comme ils sont restés ancrés sur le modèle de l'association, ces anciens ne veulent jamais lâcher du lest. Canon, Tonnerre, Racine, on vit ça. C'est la même maladie. C'est-à-dire, dans leur tête, ils pensent que c'est toujours comme en 1980, 1960. Merci. 1960. On tourne une page de pub et puis on se retrouve juste après. Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Crystal Drink, cristallisez vos envies. Bienvenue dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat. Fecafoot à 5 joueurs, qu'est-ce qui fait problème? C'est le thème de cette seconde partie justement. Nous vous le disions dès l'entame de ce magazine. La phase allée du championnat MTN Elite One est donc terminée. Cela s'est achevé sans problème particulier dans les stades. Mais le syndicat national des footballeurs du Cameroun a révélé un fait assez intriguant. Suivant 5 clubs de ce championnat, plus d'une quinzaine ne paient pas régulièrement les salaires des joueurs. Souvenez-vous, le Sinafoc avait saisi la Fecafoot à ce sujet et celle-ci avait donné 72 heures au club pour présenter les justificatifs. Et à l'issue de la concertation tenue hier mardi du côté de Yaoundé entre le conseil d'administration du conseil transitoire du football professionnel et les présidents de clubs, les clubs se sont engagés à fournir les justificatifs au plus tard demain jeudi 12 mai. Avant, donc soit normalement avant le début de la phase retour du championnat. Donc avant d'interroger la probabilité du respect ou non de ce nouveau délai, Thirindo, vous avez justement relayé sur les réseaux sociaux cette manifestation des joueurs du Tonnerre Kalara Club hier à la Fédération camerounaise de football. Ils réclament le paiement de leur salaire. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez trouvé cette démarche? Dans quel état d'esprit étaient ces joueurs? Non, il faut dire qu'on a été alerté justement par les réseaux sociaux dans un forum que les joueurs du Tonnerre ont boycotté la séance d'entraînement. Ils se sont rendus à la Fecafoot. Nous, on est passé par là. On a vu qu'ils avaient été... Vous savez que le président de la Fecafoot n'est pas là en ce moment. Ils ont été reçus par les responsables qui étaient là, mais on pensait que c'était juste quelque chose de passager, c'est-à-dire qu'ils venaient manifester. Parce qu'il faut quand même rappeler que bien avant ça, ces joueurs, 2 d'entre eux du Tonnerre, avaient quand même déjà fait une vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux et qui est devenue virale, où ils parlaient dans leur langue vernaculaire. On parlait dynamo tout à l'heure, on peut bien comprendre la langue qu'ils utilisaient. Ils s'adressaient au président de la Fédération camerounaise de football. C'est également ma langue, en passant. Ils évoquaient justement un certain nombre de problèmes. Non-paiement de salaire, le non-respect des contrats, les primes d'entraînement qui n'étaient pas payées tout le temps. Et cela faisait suite déjà à la scène. Parce qu'il faut dire qu'en début de saison, le Tonnerre a manqué un match parce que l'équipe
qui était logé dans un hôtel à Yaoundé s'est plutôt retrouvé dans une auberge du côté de Ngoumou. Il y a eu un certain nombre de choses. Donc cette situation et bien d'autres au sein d'autres clubs avaient poussé la FECAFOOT à saisir le SINAFOC pour essayer de voir clair dans cette affaire. Donc, de mon point de vue, la suite logique a été yes. Parce qu'il faut dire quand même que lorsque cette situation est survenue dans le Tonnerre, il y a eu beaucoup de grincements de dents, même lors des entraînements au lycée Leclerc. Le SINAFOC a dû intervenir également parce que ces deux joueurs, on avait voulu les mettre de côté. Donc hier, ils sont passés, on est passé par là. Et on a été surpris le soir d'apprendre que les joueurs étaient encore là et qu'ils étaient en train de remplir des coupons pour justement un responsable d'une banque, dont je ne vais pas évoquer le nom ici. Ils étaient en train d'ouvrir des comptes bancaires pour un éventuel paiement si justement le président du Tonnerre ne venait pas à s'acquitter de ce pourquoi... Quand même, de mémoire des journalistes, je pense que c'est quand même une scène assez surréaliste. C'est surréaliste. C'est la première fois qu'on observe. Et c'est pour cette raison que nous, on a pris sur nous, parce qu'on a vu les photos, parce que ce sont les photos de la matinée où le joueur était dans la salle. On a plutôt maintenant vu d'autres photos le soir où les joueurs étaient en train de remplir les coupons. Et au même moment, il y avait une réunion de crise entre la SEC et le CTFP. Donc, les joueurs ont tous ouvert des comptes. On attend maintenant demain. Parce que si le président du Tonnerre, les dirigeants du Tonnerre, parce qu'il faut dire entre-temps que celui qui était jusque-là président a été démis de ses fonctions lors d'une assemblée qui elle-même est contestée aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est un peu perdu. Donc, c'est un flou artistique. Donc, les joueurs, c'est surréaliste vraiment cette scène. Ils étaient plus d'une vingtaine. Ces joueurs sont venus. J'ai eu dit qu'on leur a donné de l'argent taxé à chacun pour rentrer et d'attendre le 12. Si le 12, le président, les dirigeants du Tonnerre préfèrent dire ça comme ça, ne payaient pas les salaires parce qu'ils accusent moi, d'autres n'ont pas des contrats, d'autres n'ont pas été payés les primes de signature, les primes d'entraînement, il y a beaucoup de griefs. Et parce que le Tonnerre justement fait partie de cette liste des insolvables là, donc on a vu des joueurs remplis des coupons. Je pense que c'était la solution extrême. La solution extrême qui est arrivée, c'est un moindre mal. On ne va pas justifier ça, mais c'est un moindre mal parce que c'est une suite logique d'un problème qui semble-t-il n'a pas trouvé solution. Parce qu'aujourd'hui, on estime qu'à la fédération, on n'aurait pas dû faire ça, mais on oublie que la fédération avait déjà mandaté le syndicat des joueurs à faire ça parce que je vous dis, la vidéo des deux joueurs était assez révélatrice d'un certain nombre de choses. Donc, vous savez également qu'il y a quelques semaines, c'est un autre club qui a quand même fait les choux gras, New Star de Douala, où là-bas également le président du club a demandé que l'hôtel mette ses joueurs dehors, vous vous souvenez. Et c'est le SINAFOC qui est venu donner à manger aux joueurs le vendredi, qu'il a donné à chaque joueur 5 000. C'est des clichés assez curieux qui n'honorent pas un certain nombre de choses. Au demeurant, moi je l'ai dit, même s'il y a quoi, je pense qu'on peut être tous unanimes, même s'il y a quoi, Makida, même s'il y a quoi, même si on ne s'entend pas, les joueurs qui sont votre... les acteurs. Oui, les acteurs, la mamelle nourricière, la matrice sans laquelle rien ne peut se jouer. Vous ne pouvez pas les expulser ou bien les faire dormir affamés, comme j'ai entendu. Donc, ce qu'on a vu hier, c'est assez surréaliste et ça pourrait inciter d'autres à le faire. Et on risque de se retrouver dans une situation conflictuelle maintenant entre les employeurs et les employés. Voilà, donc le Tonnerre n'échappe pas à la règle, ça devient une habitude, les plaintes chaque début de saison, un certain nombre de choses. Donc je pense que c'était une solution extrême. Les joueurs sont majeurs, il y a des parents d'enfants parmi eux. Personne ne leur a posté un pistolet sur la table pour dire aller. Ils sont allés délibérément en matinée, on est passé, on les a vus, mais on n'imaginait pas qu'à 19h, 20h, ils seraient encore là en train de remplir des petits coupons comme on a vu sur les images. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, Dr Ferdinand Ngor, de cette démarche-là des joueurs du TKC? C'est une démarche qui traduit un ras-le-bol. Et je crois que le ras-le-bol lui-même étant la conséquence d'un certain amateurisme. On est dans un contexte, je vais peut-être être dur, où on a des clubs amateurs qui jouent un championnat professionnel. Et c'est là où on se retrouve parce que les présidents de clubs sont des présidents de clubs amateurs. Ils oublient que pour se professionnaliser, c'est d'abord se structurer. Mettre en place des structures et avoir des infrastructures avant de parler de professionnalisme. Vous ne pouvez pas être un employeur et le salaire de ceux qui font l'essence même de votre entreprise, c'est quand même des hommes. C'est-à-dire que tout ouvrier méritant salaire,
c'est connu de tous. Il est inimaginable que les présidents, renversons un peu le contexte, s'ils étaient des salariés et qu'ils mettaient 5-6 mois sans être payés, comment se sentiraient-ils? Or, ces joueurs sont pour la plupart à l'aube de leur carrière, ils vivent au jour le jour. Quand les joueurs disent, même les primes de signature, on n'a pas fini de les payer, les primes d'entraînement, on ne l'a pas payé, ça veut dire que le dirigeant a une certaine désinvolture par rapport aux joueurs. Et j'ai le souvenir d'une phrase d'un dirigeant de club qui a des joueurs malades. Et je lui dis, président, mais il y a 3 de tes joueurs qui sont là parce qu'ils sont malades. Et il me dit, à haute voix, les joueurs entendant, la santé de mes joueurs ne me concerne pas. Ah, à vous, à moi, médecin. Médecin de sport, c'est... Non, il sait que je lui dis que même si ce n'est pas une question d'argent, mais prends au moins la responsabilité que les docteurs soient moi. Mais je me dis, non, ça ne me regarde pas. Ils ont un salaire qu'ils se fait soigner. Et l'un des joueurs qui était quand même cadre de l'équipe dit, mais quand il dit que nous avons les salaires, ça fait 4 mois qu'on n'est pas payé. Donc vous ne pouvez pas en même temps dire aux joueurs, parce que tu as un salaire, va te faire soigner, alors que tu sais que tu as fait 4 mois sans le payer. Donc il y a des situations extrêmement graves qui se passent. Vous pouvez me donner le nom du club? Non. J'ai prêté seulement. Ne comptez pas sur moi pour vous le dire. Makida, vous aimez le sang. Ne comptez pas sur moi pour vous le dire. Plus récemment encore, il y a les faits sont footballeur sacrés. Qui appelle. Je viens pour les soins. Et quand il arrive, et quand je dis il, ça peut être pour il ou elle, hein, c'est pour... Non, on a compris, docteur. Allez-y. Donc, il arrive quand on lui dit, OK, la consultation, parce qu'on se connaît sur les stades, ça fait des années qu'on se côtoie sur les stades, c'est bien, mais pour les soins, ça va être payant. Il dit, ah non, je ne savais pas qu'on payait les soins. Elle dit, attends, écoutez, ce n'est pas votre club qui me paye le loyer ici. Donc, c'est il y a 2 semaines. Donc, les dirigeants sont dans... Or, nous savons très bien que dans le monde professionnel, le souci premier du manager du club, c'est d'avoir des joueurs en parfaite santé, en parfaite condition physique, parce que ce n'est que lorsque le joueur est dans une condition physique et psychologique optimale qu'il te fait obtenir les résultats. Donc, on ne peut pas en même temps dire qu'on est professionnel et on ne voit réellement aucun élément. Aucun élément. En dehors de certaines équipes que je n'ai pas encore couvert cette saison, comme Coton et autres, toutes les équipes qui ont joué à Douala, aucun n'a de médecin, aucun n'a de soignant. On trouve des kinés. Et parfois même, on ne trouve pas des kinés. Pour certains matchs, on fait venir des kinés d'appui pour assister des clubs dits professionnels qui jouent au championnat professionnel de Ligue 1. Donc, il y a une cassure entre l'organisation que l'Africa Foot, à travers le conseil transitoire, est en train de mettre en place. Aujourd'hui, il y a une assurance. S'il y a une lésion sur le terrain, il y a une prise en charge qui est automatique. Il y a un responsable de pôle. Je parle de ce qui est de Douala. Les matchs sont couverts par des ambulances de type C, du moins ce qui me concerne. Donc, au niveau de l'organisation même du championnat, il y a eu une avancée considérable par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Mais j'ai attiré l'attention il y a 3 journées du commissaire du match. Je lui dis, mais attends, pendant la réunion technique, j'ai demandé si il y avait un médecin, m'a dit oui, s'il y avait le kiné, m'a dit oui. Mais il y avait un monsieur qui dit, oui, je suis le kiné de club, mais je n'ai pas de licence dans le club depuis 3 ans. Donc je suis obligé de m'asseoir sur le banc des secouristes. Venez au stade, vous allez suivre attentivement. Il y a toujours, à côté des secouristes, quelqu'un qui est assis sur sa glacière, qui est le soignant d'une équipe qui ne peut pas s'asseoir sur le banc parce qu'il n'a pas de licence, qui est obligé de s'asseoir avec le secouriste, dans un championnat dit professionnel de Ligue 1. Et lorsque le joueur tombe, il a attrapé une bouteille d'eau qui brandit même trop fort, c'est-à-dire qu'il court en soulevant la... Et j'ai dit, tu vas voir la prochaine fois. Et quand il est entré, il avait sa bouteille d'eau, et il courait très bien avec sa bouteille d'eau au stade de la réunification. Ça soigne l'eau? Ben, il faut demander à ça, il faut leur demander. Oui, ça soigne. L'eau, c'est la vie. Et je leur ai même dit prochainement, je serai obligé de contrôler parce que vous ne pouvez pas être là. Le médecin référent, il attend au bord, s'il y a un système, s'il y a un souci, il s'assure que le relevé Brancada, ça va être fait dans les règles, il s'assure que ça va être pris en charge, il s'assure que ça va aller dans les hôpitaux. Mais si vous n'avez pas déjà même la glace, j'ai dû dire il y a deux matchs d'équipe de Ligue 1,
s'il vous plaît, on est au stade de la réunification, après la réunion, prenez 2000 francs, allez prendre 4 sachets de glace à la boulangerie Coiffe parce que vous ne pouvez pas venir couvrir un match simplement parce que vous dites que vous êtes kiné, vous allez soigner avec vos doigts. Ça, c'est le mysticisme dont on faisait allusion Serge tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de problèmes et je parle sur le volet médical. Je ne vous parle même pas des plaintes de joueurs, c'est ce qui est de leur prise en charge médicale. Et s'ils en arrivent au point où les joueurs vont à la Fédé, c'est que probablement ils ont utilisé beaucoup de voies de recours, ça n'a pas marché, ils sont dans un pis-aller. C'est quand même la première fois qu'on assiste à ce genre de scène. Hein. C'est extrêmement grave. D'abord, quand j'ai l'information pour la première fois, je me dis, oh, les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous nous racontez? Ça ne peut pas être vrai. Et puis, ça se confirme. Et puis, tu te dis, mais on est dans quel monde? Donc, c'est extrêmement grave. Je dis, on est dans un contexte où il y a une organisation d'un championnat professionnel qui ne se joue pas des clubs amateurs. Vraiment, ça, c'est élémentaire. Je crois que ça s'est résumé quand même, hein, peut-être la situation Timothée Makongo. En réalité, en dehors de la situation, parce que je soutiens beaucoup, j'ai un regard très favorable à l'épanouissement des joueurs, à leur promotion personnelle. Ce qui m'ennuie en réalité dans cette histoire-là, c'est les violations qui sont faites de part et d'autre. Dans ce sens que, quand il y a une fédération, hein, et je me réjouis parce qu'il y a beaucoup de renouveau, beaucoup de changements dans cette fédération pour faire avancer les choses. Hein. Et j'ai dit que quand des joueurs viennent, ils font quand même partie d'une association. La fédération n'est pas là pour s'immiscer directement dans les affaires intérieures de l'association. Hein. Elle est là pour gérer. Hein, pour gérer. Donc ça veut dire que les joueurs qui vont directement à la fédération sont déjà en violation. La fédération elle-même, en leur permettant d'avoir l'école bancaire, est en violation elle aussi. Hein. C'est-à-dire quoi? Si on vous comprend, les joueurs n'auraient pas dû... Ils n'auraient pas dû aller à la FECAFOOT. La FECAFOOT n'aurait pas dû les recevoir. Non, pas les recevoir, mais la FECAFOOT doit parler aux dirigeants. Si nous voulons rester dans la logique objective d'une organisation de football, d'une organisation administrative, d'une gestion administrative et réelle, administrative et financière, la FECAFOOT s'adresse au club, à leur conseil d'administration ou au président du club, mais ne s'adresse pas directement aux joueurs. Parce que les joueurs sont... la fédération aurait dû se comporter comment, par exemple, si vous avez des joueurs qui disent qu'ils ne sont pas payés depuis et qui arrivent... La fédération a les moyens de contrôle, parce que la fédération peut définir un système tel qu'ils sont obligés d'aller faire des contrôles permanemment dans les clubs et se renseigner suffisamment pour savoir si les joueurs sont payés. C'est une machine qui doit être mise en marche dès le début. Là, tu dis quelque chose de ton compteur, je ne te coupe pas, tu vas continuer. Vas-y. Si la fédération peut vérifier si on a payé les joueurs, pourquoi les joueurs ne pourraient pas se plaindre à cette même fédération qui n'ont pas été payés? Non, parce qu'il y a une organisation. Il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est un peu comme la FIFA. La FIFA vous dit, je m'adresse directement aux fédérations, je ne m'adresse pas à l'État du Cameroun. Hein, vous comprenez? C'est un peu ce genre de truc. La fédération s'adresse directement aux associations, parce que c'est pour ça qu'on a dit fédération, fédération des associations. Hein. Ça veut dire que c'est l'association qui prend... Maintenant, la fédération, c'est-à-dire la fédération camerounaise peut anticiper en mettant en place, et ça ils ont le droit de le faire, un système de contrôle et de gestion pour s'assurer que les produits, j'appelle les joueurs, les produits, les joueuses et les joueurs, c'est des produits, que les produits sont bien traités, bien amenés à leur production optimale. Hein, et là, si la fédération anticipe, on verra de moins en moins ce genre d'action. Parce qu'une action comme ça, ça trouble tout le système. Ça trouble tout le système, même le système de gestion, même le système éducatif. C'est pour ça qu'il a raison de dire que nous nous retrouvons devant une réalité d'amateurs qui disent qu'ils vont entrer dans une réalité professionnelle. Et la réaction de la plupart des présidents, quand vous regardez les présidents jusqu'à maintenant, beaucoup ont encore une mentalité de cuisine. Ça dit que les gars, ils arrivent là, ils se disent qu'ils vont se faire des sous. Et je prendrai deux exemples. Tu prendras Kandem Kwam, qui est un homme moderne, qui comprend ce que c'est que le développement, qui gère. Et tu prendras Fabiola, qui est le cuisinier, qui dit « Je suis président de club. L'argent m'appartient, tout m'appartient. » Les joueurs sont... Et c'est ça, ce mépris-là du travailleur. Parce qu'on essaie de dire que les joueurs sont des travailleurs, mais on les méprise. Parce qu'en réalité, au fond, on ne respecte pas les règles de travail. Mais les mêmes personnes qui sont dans les sociétés respectent les règles de travail dans les sociétés. Hein. C'est pour ça que je dis...
la fédération elle-même a fait faute là-dedans. Parce qu'en réalité, la fédération devait dire, OK, nous allons prendre une mesure transitoire, une mesure exceptionnelle, créant peut-être une commission ad hoc pour payer les joueurs. C'est-à-dire mettre en place une commission ad hoc pour pouvoir traiter, résoudre le problème des joueurs. Mais aller directement comme ça, résoudre ce problème sans respecter les canaux de l'administration, de la gestion. Mais est-ce qu'elle a résolu le problème? Elle a pris position. C'est une forme de résolution. Bon, le fait de faire ouvrir des comptes bancaires... Attention, ouvrir les comptes bancaires aux joueurs, c'est déjà indélicat de le faire directement la fédération elle-même. Sinon, il faudrait qu'il y ait une loi générale qui concerne tous les clubs du Cameroun. Je sais pas, c'est une partialité qui n'a pas de sens, à mon avis. Moi, je pense que si elle a ouvert les comptes... Quand même. Parce qu'il faut dire que lors de la tripartite, en 30 secondes de 2011... C'était déjà, on avait déjà recommandé ça. Oui, c'est vrai. On a galvaudé tout ça. Vrai. Si elle a ouvert ses comptes, ça veut dire que ces joueurs n'avaient pas de compte. Ce qui est déjà quand même une aberration pour les... D'accord. Le problème, c'est que je pense Serge doit réagir. Les clubs jouent un championnat professionnel et doivent se professionnaliser. Aujourd'hui, on va avoir des problèmes. On est dans des situations où si la licence CAF des clubs est traitée avec rigueur, je pense pas qu'on aura 3 ou 4 clubs capables de jouer les compétitions africaines. Ouais. L'année dernière, je crois que, de ce que je sais, Astre doit pu compléter un dossier. Mais quand on vous dit que sur tout un championnat, il y a 4 clubs qui ont une licence, ça veut dire que si on applique avec rigueur, ça veut dire qu'on a 4 clubs professionnels qui jouent avec 28 qui ne le sont pas. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une situation où la FECAFOOT dit aussi que ok, je donne mes licences FECAFOOT, mais pour que je te donne ma licence, pour que tu joues un championnat sur une saison, il faut que tu m'apportes les comptes bancaires des joueurs, il faut ce que les gens appellent... C'est ce qu'il disait tout à l'heure, il y a eu une décision comme ça. Oui, mais si on a déjà décidé, on se retrouve aujourd'hui encore, combien d'années après le début du professionnalisme, les clubs ne sont pas encore transformés en SAOS. Pourtant, c'était la condition sine qua non pour commencer le championnat. On a donné 1 an, et je me rappelle, à un moment donné, la Ligue professionnelle a en son temps donné 1 million pour faciliter les procédures, mais ça n'a pas été fait. Donc, vous savez, et comme disait Steve tout à l'heure, les gars, ils sont ancrés dans des sociétés unipersonnelles où on est fermé à tout, puisque la SAOS t'impose une certaine organisation, un conseil d'administration, des gens qui jouent pleinement leur rôle. Aujourd'hui, les gens ne jouent pas pleinement leur rôle. On voit des échanges de SMS, on dit que non, le président, le coach a demandé pardon, tu peux le reprendre, et puis on voit une note qui reprend le coach. C'est une république bananière, c'est un fonctionnement qui ne veut rien dire, ça. Serge. Lorsque nous abordons le professionnalisme dans son ensemble, c'est quelque chose d'assez complexe, surtout pour notre environnement. Vous allez voir, prenons les références des pays comme le Gabon, vous allez voir que l'État y met beaucoup de moyens, mais jusqu'alors on ne joue même pas. Ça marche pas. Donc c'est assez complexe. Maintenant, prenons les modèles qui sont en train de marcher. Ceux de l'Afrique du Nord, par exemple. Pourquoi ça marche? Parce qu'à la base, il y a tout un projet derrière. Tout un projet qui fait en sorte que la fédération et l'État accompagnent les acteurs. La fédération seule même ne peut pas. Si la fédération organise tout et que par exemple l'État ne met pas les infrastructures de qualité, comme tel est le cas, ça va bloquer. Tout à fait. Donc nous sommes dans un système en pleine mutation où on a un président d'une fédération qui est venu avec une dynamique de révolution progressive, mais il faut encore être sûr qu'en étudiant ce qui est fait, l'efficacité est réelle. Parce que ce qui est visible aujourd'hui, c'est de voir des joueurs qui hier sortaient avec leur président, passer une nuit dans un hôtel, aller jouer un match, à l'extérieur, revenir jouer à domicile. On ne savait pas dans quelles conditions ils dormaient, mais ils ne se plaignaient pas. C'est-à-dire que c'était normal pour leur environnement. Aujourd'hui, on leur apportait un confort XXL sur le plan de la nourriture et de l'hébergement. Qui est une solution de rattrapage. Qui est une solution de rattrapage, certes, mais sans résoudre le problème pécunier de chacun. Parce que si un gars dort dans un hôtel 4 ou 5 étoiles, 3-4 jours, alors qu'à la maison on ne mange pas, je vous jure que quel que soit le degré de volonté qu'il a, il y a toujours psychologiquement un problème.
Donc, vous comprenez que le président de la fédération et son équipe cherchent une solution. Ils ont commencé par un bout. Maintenant, il faut savoir tenir pour l'accompagner. Les présidents de clubs, dans tout ça, j'ai écouté beaucoup de choses. Mentalité de cuisine, oui, pour certains. Club amateur pour un championnat professionnel, oui. Hein. Ça, c'est d'autres goûts. J'ai dit, pour moi, le problème, c'est un peu la fédération aussi, et même l'État. Rappelons-nous qu'en 2009, lorsqu'on veut lancer le football professionnel au Cameroun, il y a un séminaire fait par la FIFA qui réglemente la structure des clubs et même les postes. Clair. Tout à l'heure, quand on parlait de kiné, tout ça, médecin, c'est parce qu'il y a un laisser-aller. En réalité, c'est ça qu'on parle. Oui, je veux dire, en réalité, si on se fiait Aux définitions de base faites pour mettre ce professionnalisme en place, les gens ne s'amuseraient pas. On aurait dans des clubs une ossature connue avec un organigramme minimal que tout le monde accepte. Maintenant, le président de club serait le principal pourvoyeur de fonds, certes, mais lui aussi a besoin d'être formé. Parce que quand on laisse la latitude à un monsieur qui, parce qu'il a senti ses poches un peu pleines à l'instant, on veut ouvrir un conseil d'administration, venir prendre un club, mais s'il est un chercheur d'argent, comme on dit au quartier, un commerçant véreux, il transforme tout ce qu'il a en face de lui en pacotille. Ça veut dire, comme vous dites, pour lui, c'est qu'il s'en fout de la santé du gars. Il est là pour voir si le gars a gagné ou bien s'il l'a placé sur le marché. S'il peut le placer sur le marché. Point. Le reste, il ne gère pas. Tout ça parce qu'à la base, on n'a pas formé le monsieur qui est venu gérer. Or, vous pouvez mettre les moyens dans un club étant président, mais vous avez forcément un directeur général qui gère l'administration. Absolument. Un peu comme le président de la fédération a un secrétariat général. Absolument. Parce que là, c'est lui qui gère l'administration. Mais tu conviens donc avec moi que si tu n'as pas cette organisation en place, tu es amateur. Tous sommes. J'ai dit la même chose. Sans langue de bois. Non. Si tu n'as pas cette organisation en place, je voulais te montrer que tout le monde part d'un amateurisme vers un professionnalisme, sauf que chacun prend un chemin peut-être différent. Oh, c'est un état d'esprit aussi. 11 ans après. Seulement 11 ans, on a tous reculé. Sachez, quand on commençait cette histoire, c'était 14 clubs de Ligue 1, 14 de Ligue 2. C'était le maxi qu'on conseillait. Il fallait à la limite monter à 16, à la limite, si on voulait trop faire. Mais vous voyez, quand on est à 25... Aujourd'hui, on est à 25 clubs. C'est tout. Vous voyez, c'est une période transitoire. On peut comprendre. Parce qu'après, forcément, le président actuel va forcément balayer. Ça, il ne peut pas continuer comme ça. Vous voyez que la subvention de l'État, dont aujourd'hui fait problème, certains brandissent ça comme un problème, surtout chez les clubs, quand on l'a pensé au départ, c'était pour 28 clubs. Et dans lesquels on devait avoir... Et à quoi était destinée cette subvention, Serge? La subvention était faite, la subvention était faite typiquement pour 22 joueurs et 3 encadreurs par club. Appui 28. Appui au paiement. Voilà. Ça veut dire quoi? Mais avant de dire appui au paiement, il y a eu un problème. Ça, c'était la subvention de l'État. Oui, mais il y a eu un problème à la base créé par l'État. Et celle de la fédération était destinée à quoi? Non, je veux que tout le monde comprenne. La fédération donnait quoi, 460 millions pour les... Non, ce n'était pas au départ. Au départ, c'était même pas 460. Au départ, c'était moins. Seulement, voilà ce qui se passe. Et c'était destiné à quoi? Je vais vous expliquer. Voilà. Vraiment un peu de temps pour que les gens comprennent. On comprenne exactement. Ce qui se passe au départ, c'est que le rôle de chacun dans la situation actuelle. L'État, au départ, annonce le championnat professionnel avec les gros moyens. Quand l'État met gros moyens, on annonce des salaires de 200 000. Voilà comment c'est annoncé au début. Et on dit qu'on va mettre les milliards. Voilà le mot du départ. Hein. On va mettre les milliards. Et quand on dit, mais l'État dit qu'il va mettre les milliards. L'État dit je vais mettre les milliards. Voilà ce qui se passe au début. Ça a pris tout de suite, tout le monde, la mentalité, ça a été un objet de convoitise. Voilà, et les présidents de club qui au départ regardaient un joueur, s'accordaient avec lui par rapport à ce qu'il peut valoir pour eux et lui donner le salaire qui leur convenait. Et on payait les joueurs, c'est-à-dire le supporter voyait le joueur était content de lui donner ses 10 000 francs, autrement en tant que désormais il aura 200 000. Mais 200 000, rappelez-vous que le SMIC au Cameroun, c'est 36 000 francs. 36 000, donc le gars a 6 fois le SMIC. Le gars qui hier n'était qu'un tapeur dans le ballon et à qui chacun donnait le dépannage. Le président du club désormais a la peine. Dans le ballon, je crois. Oui, non, à la base au départ, c'était... Non, à la base au départ... Cette façon de parler... Je veux dire que le citoyen lambda le voyait comme un gars qui s'amuse. À lui faire plaisir. Donc il lui donnait du dépannage. Désormais, on dit qu'il va avoir 200 000. Donc lui-même, peut-être, ne gagne même pas les 200 000. Il comprend donc que le gars, désormais, est devenu quelqu'un, un cadre, à la limite, au niveau de la rémunération. Seulement, l'affaire va vite vaciller. Pourquoi?
Je parle là maintenant, Thierry est d'accord avec moi. C'est que Au lieu de... pas encore dit. Hein. Non, il va être d'accord avec moi là-dessus. C'est qu'au lieu de 200 000 de salaire comme recommandé, on va arc-bouter sur 100 000 au forceps en Ligue 1. Et 50 000 en Ligue 2. Et même pas 50 000. C'est 30, quelque chose de 1000 en Ligue 2. C'est une partie de l'argent qui va venir d'ailleurs, qui va compléter à 50 000. À 50 000, mais c'est 50 000. Donc on a tiré par les cheveux. Et en tirant par les cheveux, on a eu une enveloppe de 560 millions, dans laquelle il y a une partie qui va au fonctionnement de la LFPC, peut-être 30%, et le reste est reversé aux 28 clubs, donc 14 de Ligue 1, 14 de Ligue 2, pour payer les salaires à 22 joueurs et 3 encadreurs. 2 ou 3 encadreurs. Ça, c'est la subvention de l'État. Ça, c'est la subvention de l'État au départ. Maintenant, la quote-part de la fédération, au départ, c'est 400. Au départ, c'est dans les 200 quelque chose de millions pour l'organisation de la compétition. Mais ça passe après dans les 410 millions. Parce qu'on revoit à la hausse les frais d'arbitrage, des commissaires, les inspecteurs. C'était même 300 millions. C'était 300 quelque chose de millions au départ. C'est passé à 410 millions par la suite. Mais c'était pour l'organisation. Pour l'organisation de la compétition. De la compétition. Oui, exclusivement. Alors, moi, je voudrais donc comprendre ce prisme-là. Oui. Si dès le départ, la subvention de l'État, une partie était destinée à... devait être considérée comme un appui au salaire des joueurs. Ouais. D'où vient-il que maintenant, l'argent donné par la fédération soit justement un peu mis dans ce canevas-là? Bon, la question que moi je veux comprendre personnellement, c'est l'argent donné par la fédération représentait quoi? C'est ça qui n'est pas clair à mon avis. C'est-à-dire, peut-être, moi, je n'ai pas de réponse à ça personnellement. Non, en réalité, tu as même répondu à cette question. En fait, l'argent donné par la fédération participait à l'organisation du football des jeunes, à la promotion des footballeurs. Parce qu'en réalité, les footballeurs... Non, en fait, il n'a jamais été question de paiement de salaire. Non, il n'a pas été question... Par rapport à la subvention... Moi, je veux qu'on recentre un peu le débat, parce que... Il était question de compensation. L'argent faisait comme... Il faut bien... Pour payer les salaires? Non, ce n'était pas pour payer, mais c'était une compensation. On appelait ça des compensations, dans ce sens que, il faut comprendre, il y avait une espèce de convention entre l'État et la Fédération camerounaise de football. Et cette convention était une convention fluctuante. Était fluctuante parce que l'État n'était pas toujours en mesure de remplir, d'honorer tous ses engagements. Et c'est pour ça qu'il dit que ce qui venait de la Fédération jouait un rôle compensateur. Là, tu es dans le global. Elle veut dire que l'argent qui était remis à chaque club représentait quoi? C'est rien même. Je crois que il y a un accompagnement à la professionnalisation que l'État, un appui à la professionnalisation qui devait durer 3 ans. Point. Ouais. Au départ. Qui après a... Donc, à continuer. Comment ça s'est passé? Peut-être Thierry a un peu compris ma préoccupation. Si au départ, la subvention de l'État, ça doit être un appui au salaire des joueurs, l'argent de la FECAFO destiné à autre chose. Oui, bien sûr, un appui, un complément. Oui, complète. Évidemment. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tout à fait. Non, mais attends, le mot compléter, là, il faut qu'on fasse attention. Non, il faut faire attention au mot compléter parce que je préfère qu'on clarifie vite. Lorsqu'on dit complète, ça veut dire quoi? C'est le minimum? Non, j'avais dit non, déjà pas. Ça veut dire que c'est le salaire minimum ou quoi? Ah non, je voulais dire pourquoi. Parce que lorsque vous aviez des contrats de joueurs, vous étiez encore dans le syndicat, vous allez vous rendre compte que tous les contrats de Ligue 1 qui avaient un salaire en dessous de 100 000 ne passaient pas. Or là, ça devenait problématique parce que vous mettez tous les joueurs à un seuil minimal de 100 000. Ça veut dire que vous avez monté tous les budgets de club en termes de salaire pour 35 joueurs qu'ils ont. À 3,5 millions d'abord de base avant de voir ce qu'ils vont compléter dessus par rapport au type de joueurs qu'ils ont. Oui, mais Serge. Non, mais il y avait un problème là-bas. Les clubs, il y en a qui à Douala avaient 67 joueurs. C'était mauvais. Vous avez un appui. Il y avait une définition du nombre. Moi, je parle. Alors, 67 joueurs. Vous savez comment vous allez les payer. On t'apporte un appui et on te dit salaire minimum. Entendons-nous très bien. Moi, j'ai écouté le président de Dragon qui dit oui, je suis là par passion, ça ne me rapporte rien. Tous les présidents disent mais l'histoire là ne nous rapporte rien. Mais chaque année, il y a des batailles incroyables pour prendre la direction des clubs. On ne comprend plus rien. Si un business qui ne te rapporte rien. Non, c'est. Non, avant d'avoir apporté ou pas. Je veux qu'on clarifie l'affaire du salaire. Si vous dites que c'est un appui, supposons qu'une équipe est 62 joueurs, ce qui n'est pas déjà bien. OK, parce que là, vous ne gérez même pas bien l'effectif. Mais si vous faites tous ces 62 contrats en mettant un salaire minimum de 100 000, de vous à moi, il y a encore un problème.
Tu es d'accord avec moi? Ça veut dire qu'il faut mettre le contrat minimum. Oui, mais le salaire minimum à 100 000 par chaque. Il y a un problème. Si je te dis, dans ton entreprise, je vais t'apporter un appui, ça veut dire qu'au départ, au moment où tu crées ton entreprise, ce n'est pas moi qui paye quelque chose. Voilà. Je pense qu'il y a un débat, il y a des détails qu'on ne comprend pas. On n'arrive pas à se comprendre ce détail-là. Parce que je suis en train de clarifier. Je dis ceci. Si c'est un appui à la paye, ça veut dire qu'on devait me laisser la latitude. Quand je recrute des joueurs, par rapport à la taille des joueurs que je prends, je négocie le salaire. Le salaire. Le gars qui est bon, je lui donne même 300 000. Ouais. Maintenant, le gars qui est pour moi... S'il vous plaît. Maintenant, le gars qui est, pour moi, un complément d'un effectif, parce que peut-être il est en formation, et avec qui je vais faire un contrat, je peux lui donner 50 000. Parce que je suis encore au-dessus du SMIC. C'est normal. Pourquoi ne pas laisser cette latitude-là au président de club? Si tu lui fais une licence, tu dois être capable d'assumer le reste. Est-ce que vous avez compris? Le débat n'est pas là. C'est très le fond du débat. Celui qui est en formation, c'est... Tu lui donnes un contrat de formation. C'est clair. Non, attention. Attention, comment... Alors, Thierry, on est en fin d'émission. Toutes les sociétés, les structures de la planète. Alors, Thierry, est-ce que la fédération devrait justement être indexée dans cette affaire de salaire de joueurs? On est tous d'accord. Ou l'État? Le football professionnel a été décrété. On est tous d'accord. On est d'accord. Mais d'ailleurs, c'était 11 points que la CAF avait instauré lors de la rencontre de 2011. C'était 11 points lorsqu'il fallait ouvrir ce volet-là. Je voudrais qu'on soit tous d'accord que la fédération n'a pas pour vocation de financer les activités du football professionnel. D'accord. Parce qu'on est d'accord. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Parce que ce n'est pas son rôle. Mais elle le fait déjà d'année en année. Posons-nous des questions simples. Moi, je voudrais qu'on laisse même, parce qu'on est tous d'accord, on a un flop au départ. On a le volet quand même. L'État apporte quelque chose depuis 2011. Vous avez bien vu que sous Iyam Mohamed, sous le professeur Ona, sous Tombi Aroko, sous Maître Api, sous Sédou et même sous Samuel Eto'o, on a toujours des plaintes, des gens qui revendiquent des droits, mais qui n'assument jamais leurs obligations. Moi, je voudrais qu'on reste sur le pan salaire, parce que le reste, ça peut se discuter. La Fédération camerounaise de football n'avait... Parce qu'aujourd'hui, regardez son assemblée générale, vous avez 10 clubs professionnels qui sont plus choyés même que les corps de métier ou le monde amateur, qui est même plus représentatif. C'est 76% de l'électorat à la fédération de football amateur. Je pense que les clubs, moi sur ce coup, je suis constant. Vous comprenez, Makeda, je suis constant. La fédération, c'est qu'elle a même fait. Moi, je n'étais pas pour le championnat 25. Parce qu'il fallait qu'on reste à un niveau. Mais comme il fallait faire la paix des braves, comme il fallait éteindre les braises, vous voyez que les gens sont repartis. Moi, je vais décider, je le dis. Vous enlevez Astre de Douala. Je préfère citer les présidents qui ont quand même compris. Vous enlevez Michel Dieudonné Kamdem. Vous enlevez... c'est Dieudonné Kamdem, pas Michel. Dieudonné, s'il vous plaît. Vous enlevez Placide Mevois du Canon. Coton Sport de Garoua. Vous enlevez Jean Cuité de Stade Renard. Vous enlevez encore peut-être... André Noël de Colombe et peut-être Léon Aimé-Zan d'APGS. C'est tout. Qui font quand même des efforts. Vous voyez, vous avez des présidents qui vous disent on ne nous respecte pas. On tire trop sur nous dans les médias. Mais quand vous allez demander qui est même dans votre conseil d'administration, il ne va jamais. Parfois, c'est son époux et ses enfants. Ça fonctionne comment? Ça commence par là, la structuration interne. On commence par là. Vous ne pouvez pas... Parce qu'on est tous d'accord. Parce que si quelqu'un l'a dit ici, si on va au fond, on aurait à peine 4 clubs. Il y a des clubs là qui n'ont pas de terrain d'entraînement, qui vadrouillent. Moi, j'en connais à Yaoundé, qui vadrouillent, qui ne sont même incapables de payer la quote par mensuelle qu'on demande pour la location du stade. Pourquoi? Parce que le président a pris sur lui. J'ai pris le cas de Dynamo. Vous avez 9 clubs populaires. C'est-à-dire qu'ils peuvent, ça peut être des socios, si on veut extrapoler. Canon, Tonnerre, Racine, Bamboutos, Panthère, Colombe, PWD, Union. Racine. Aigle. Non, bon, Aigle. Oui, Aigle. Moi, je reste en première division. Ces clubs peuvent eux-mêmes. Vous avez vu ce que le Canon a fait? Le Canon a 20 personnes au conseil d'administration qui cotisent 2 millions déjà. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose. Moi, j'ai dit de la bouche du responsable de la com du Canon que les 12 millions, même en appui au salaire, parce qu'il faut également vous poser la question de cet argent. Moi, j'étais en banque comme le 4 janvier. Le président de la FECAFOOT avait dit, mais père, ça c'est notre quote-part pour l'appui au paiement des salaires. Ils le savent. S'il a dit comme ça. Non, mais vous avez vu le libellé, non? Lorsqu'il fallait, il a dit, les clubs éligibles à la deuxième tranche doivent justifier.
Il a dit, mais le contrat il reste verbal. Laissons même... Ils doivent justifier demain. Est-ce que vous avez l'impression que ce sera fait? Avant-hier, lorsque j'ai mené mes enquêtes, parce que j'ai passé le coup de fil, il y avait 6 clubs qui avaient déjà déposé. 6 sur 37. C'est-à-dire Elite 1, Elite 2. Et sur les 6, de ce que j'ai appris, 3 avaient quand même des documents fiables. 3. C'est-à-dire d'autres n'ont pas les documents fiables alors? Oui, mais on sait qu'il y a des plans de clubs qui menacent des joueurs en ce moment pour qu'ici. On sait, ces enfants nous appellent. On sait, et vous les connaissez. Ils sont ici, certains, on ne va pas les citer. On sait, il y a des joueurs à qui on fait signer des contrats blancs. Non, je pense qu'il faut, je l'ai dit, et je l'ai dit à certains présidents de club, présidents, même on sait que c'est compliqué. Mais quand on vous donne quand même de l'argent pour vos joueurs, même si vous faites quand même semblant de donner, Vous avez vu les supporters de Racing, non? Ils sont allés dans les services du gouverneur dire qu'ils ne veulent plus de ces dirigeants-là. Ils parlent de 40 millions qu'on a dilapidés. C'est la Ligue de Sèche Kamdem Kwame. Oui, bon, lui là, c'est à la Ligue régionale. Racing, c'est un peu en haut. Vous avez le cas de Tonnerre, vous avez New Star, qui est pour moi le cas le plus illustrant. Moi je l'ai dit, il le sait. Quand vous avez eu votre santage, moi je respecte les normes, mais vous ne pouvez pas maltraiter vos joueurs comme ça. Vous demandez qu'on expulse vos joueurs de l'hôtel. Ce sont des tiers qui viennent donner à manger aux joueurs. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait donc faire pour terminer? Ce qu'il faut faire, c'est que chacun fasse sa part à son niveau et qu'on sente qu'il y a un impact. Ce que la FECAFOOT fait ne doit pas le faire, mais elle le fait déjà. Au détriment même des autres, des corps de métier, des ligues amateurs. Du football amateur. Vous savez que la première tranche des fonds Covid des football amateur est arrivée, la deuxième n'est jamais arrivée depuis quasiment 2 ans. Je n'ai déjà pas eu la première. Voilà, donc je pense que... Moi, je n'ai pas eu la première. Voilà, ce qu'il faut faire, Makeda, c'est que chaque club doit d'abord faire son aggiornamento. Exactement. Des clubs formateurs du genre APG, on sait comment ils fonctionnent, ils vivent de la rente des joueurs. Vous avez des clubs unipersonnels. C'est des mécènes, des hommes d'affaires qui peuvent à faire des attractions, des activations auprès des mécènes. Un peu comme vous le faites à Fauvou, à Astre. Pourquoi il n'y a pas trop de plaintes là? Pourquoi il y a trop... Vous voyez les résultats de Astre, non? C'est parce qu'il y a quand même, on fait des efforts. Tout n'est pas noir, Makeda. Mais quand on le dit, les gens estiment que non, il faut que chacun essaie de faire sa part à son niveau. Voilà, chacun doit faire se à son niveau. Il faut que chacun se ressaisisse. Docteur. Oui, je crois qu'il résume la situation assez bien. Ce n'est pas la vocation de l'Africafoot, c'est beaucoup plus orienté vers le football amateur. Mais parce que l'Africafoot a mis un point d'honneur à faire vivre le football professionnel, il fait souffrir le football amateur. Et puisque au jour d'aujourd'hui, les ligues régionales ont repris, mais les ligues départementales n'ont pas commencé. D'accord. Tout ça parce que toute l'énergie, c'est joli, est orientée vers ce football professionnel. D'accord. Oui, mais il faudrait donc que les clubs fassent cet effort de se structurer, de se professionnaliser. Ce n'est pas tout, ça ne va pas se faire en un jour, mais qu'on voit au moins qu'il y a une volonté, Astre, Canon, Coton, APG et autres qui le font et qu'on voit. Merci bien, Dr Ferdinand Ngom. Merci, Timothée Makongo, Sèche Kamdem Kwame, Thierry Ndo qui a fait le déplacement. Merci à toute l'équipe technique ainsi qu'à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Votre soif de sensations nouvelles avec Cristal. Votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies.